Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Pour 2h30 de direct. On va parler de sujets qui vous touchent, qui vous concernent, qui vous rassemblent, puisque c'est vous qui composez entièrement le programme de cette émission chaque soir, en partageant avec nous vos difficultés, vos blessures, vos aspirations, et vos témoignages nous permettent d'évoluer, de grandir, de réfléchir, de penser différemment. Alors on compte sur vous et sur vos appels au 39 21, où vous serez chaleureusement accueillis par Amandine et Paul jusqu'à 1h du matin, avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également participer à cette émission en envoyant des mails sur le site europe1.fr. Si c'est de cette façon que vous souhaitez nous joindre en priorité, surtout indiquez bien votre numéro de téléphone afin que l'on puisse vous rappeler. Vous pouvez également nous adresser vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Et j'apprends comme ça que chez Monica, il a neigé aujourd'hui, de gros flocons de neige toute la matinée. On se serait cru à Noël, nous dit-elle. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de l'émission. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Vous êtes en voiture là ? Ouais, je suis arrêté là. Ah oui, d'accord. Mais il y a un kit main libre ou je sais pas, le son est pas top. Parlez-moi un petit peu ou bien dans le téléphone. Allez-y. Ouais, voilà. Vous m'entendez ? Oh là là, on dirait que vous êtes au fond d'une cave. Parlez bien près du téléphone. Il y a un son très caverneux. Et là ? Non, pas mieux ? Pas mieux, mais je vois Fifi qui se creuse la tête et qui va peut-être essayer de nous arranger ça. Allez, on vous écoute Arnaud. En fait, voilà, j'ai 29 ans. Ça fait 9 ans que je suis en couple. Et depuis peu, je m'entends super bien avec une collègue de travail qui a 20 ans de plus. D'accord. Et donc presque 50 ans, mais pas encore, 49. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais quand vous dites que vous entendez super bien avec une collègue de travail, c'est-à-dire qu'elle vous attire beaucoup ? Ouais, à la base, on s'entendait de mieux en mieux. Et oui. En fait, là, maintenant, c'est vraiment dingue d'elle, en fait. Et vous avez commencé quelque chose avec elle ou pas du tout ? Comment dire, on se voit de plus en plus et on reste régulièrement juste au boulot en tête à tête, quoi. Seul à seul. Ah, vous restez sur le lieu de travail ? Oui, on discute ensemble. Et pourquoi vous ne vous voyez pas en dehors ? On se voit des fois en dehors, mais c'est pas toujours le bon plan, quoi. Ah bon ? Pourquoi c'est pas un bon plan ? Je suis en couple d'un côté. Ah, c'est par discrétion ? Ouais, et de l'autre côté, avec mon couple, ça va très mal, quoi. Mais ça va mal depuis que vous êtes dingue de cette collègue ? Non, déjà avant. Ah, déjà avant. Ouais. Vous êtes en couple depuis combien de temps, Arnaud ? 9-10 ans. Ah oui, il est très jeune, hein, vous avez vers l'âge de 20 ans, donc vous êtes mis en couple. D'accord. Ouais. Avec une jeune femme de votre âge, là ? Ouais, 1 an de moins, ouais. D'accord. Et elle, de son côté, elle est toujours amoureuse de vous ou elle doit se rendre compte que... Elle se rend compte que elle sait très bien que ça va pas très bien, quoi. Donc... Et c'est de cette façon que vous êtes rapproché un peu de cette collègue ? Vous lui avez confié un peu les difficultés ? Ouais, je lui en ai parlé et en fait, je me suis rapproché d'elle en fait un soir, au boulot, ça allait pas bien chez elle suite à une séparation. Ah, elle est séparée, elle ? Ouais, elle est séparée. D'accord. Et au début, je la charriais, je la rigolais, on rentrait dans un jeu un peu. Et de fil en aiguille, quoi, Oui, ça vous êtes rapprochés, vous êtes devenus plus complices. Ouais, c'est ça. Et elle, vous pensez qu'elle craque aussi un peu pour vous ? Non, je pense pas, non, en fait... ah bon ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est compliqué, quoi. Je sais pas vraiment... Vous pensez que la différence d'âge peut la freiner un peu ? Ouais, c'est un frein, ça c'est clair pour elle, en sachant qu'elle a un fils de mon âge. Ah oui, c'est un peu compliqué, mais bon. Ouais, c'est ça. Elle vous l'a dit, clairement ? Ouais, elle m'a dit comme quoi l'âge, ça rend les choses impossibles.
Ben, ça dépend ce qu'on attend et ce qu'on veut. Et puis après tout, parfois ça peut mener très loin. On a des exemples, j'allais dire célèbres, enfin connus. Ouais. Mais vous n'êtes pas pour le moment dans cette quête-là. Vous êtes en couple, vous êtes très attiré par votre collègue. Ah ouais, moi j'ai juste la collègue, j'ai juste la collègue en tête, quoi. Après, je rentre du boulot, c'est la collègue, c'est des messages, c'est... Et elle répond à vos messages. Ouais, elle répond. D'accord. Après, des fois, elle répond juste un petit mot. Après, c'est un jeu, ça rentre dans un jeu... Mais c'est un jeu un peu sensuel déjà, ou ça reste assez soft? Non, c'est soft, mais c'est un jeu débile, quoi, mais... Oui, enfin un jeu de séduction quand même. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Et on a le même caractère, le même trait de caractère, quoi. Donc, ultra borné. Et ouais, c'est spécial. Mais donc vous craignez, en fait, quelle question vous posez-vous là actuellement? Est-ce que c'est vraiment impossible la différence d'âge rend les choses impossibles? Ah non, moi je ne crois pas, personnellement, non. Ça peut... Enfin, de votre côté, on voit bien que ce n'est pas un frein. Ah non, du tout. Ça ne vous inquiète pas. Vous pensiez qu'elle était plus jeune au départ? Vous la trouviez séduisante, cette collègue, déjà? Au début, elle était juste collègue, donc je la charriais, je la voulais rigoler, quoi. C'est juste... je la trouvais terrible, quoi. Vous la trouviez terrible? Bah ouais, moi j'aime bien. J'aime bien la mener à la tête, quoi. Elle est marrante, je la trouve jolie, quoi. Et c'est un ensemble, quoi. Mais après, le fait qu'on ait discuté, qu'elle a raconté un peu sa vie, c'est ça qui a fait... après, limite, le physique, je m'en tapais, quoi. Vous êtes senti proche d'elle, en fait. C'est parce que vous viviez un peu des choses un peu semblables, même si elle était... c'était un peu compliqué après une séparation, et vous, ça va pas dans votre couple. Voilà, il y a de ça, quoi. Et on a plein de points communs, quoi. Mais qu'est-ce que vous, dans l'idéal, qu'aimeriez-vous qu'il se passe? Si on pouvait se mettre ensemble, ça serait top, quoi. Après. Et se mettre ensemble, ça équivaut à quoi? Est-ce que ça équivaut à vous rapprocher d'elle, qu'elle devienne votre maîtresse, ou voilà, pour le moment, c'est ça? Non, c'est juste si c'est possible de vivre avec elle, c'est direct, quoi. Ah, vous envisagez déjà une vie commune? Vous êtes un jeune homme fougueux. Ouais, après, quand j'ai quelque chose en tête, c'est... Où ça passe, tout ça casse, quoi. C'est ça, c'est quand vous dites que vous êtes borné, vous êtes obstiné. Ah ouais, c'est ça. Je me démerde pour avoir toujours ce que je veux. C'est con à dire, quoi, mais... Donc plus elle vous résiste, plus ça vous excite. Ouais, bon, on va pas aller jusque-là, quoi, mais... Un peu quand même. Oh, pas tout à fait, quoi. Après, ça va m'énerver, après on se prend la tête, quoi, vu qu'on a le même caractère. Elle, ça peut être pareil aussi, son caractère. Mais vous en parlez? Qu'est-ce que les messages que vous échangez, puisqu'apparemment vous êtes de plus en plus proches, ils sont de quelle nature? Vous en parlez donc de ça, de la possibilité de votre désir? Vous lui dites que vous la désirez, que vous aimeriez vivre une histoire avec elle? Là, je lui écris de ça, mais pour l'instant, je lui écris pas jusqu'à lui dire ça, quoi. Et vous lui dites quoi? Je l'apprécie beaucoup. Oui, mais elle a bien compris que c'était au-delà, à mon avis, non? Ouais, je pense qu'elle a compris. Ouais, et elle, est-ce qu'elle va un peu sur ce terrain-là ou pas du tout? Après, l'âge, ça s'arrête à l'âge, quoi. Du moment qu'elle parle l'âge, ça bloque tout, quoi. C'est elle qui met en avant l'âge pour vous freiner? Ouais. Oui? Je vois ça comme ça, ouais. Vous pouvez lui parler du couple présidentiel à ce moment-là. Ouais, bon, après... oui, mais... quoi. Comment? C'est pas un exemple non plus, quoi. En tout cas, en termes de couple, ça n'a pas été un obstacle. Même si ça n'a pas dû être toujours très simple. Ouais. Bon. Ouais, c'est sûr. Et il y a combien d'autres couples comme ça, finalement? Ouais, mais, c'est vrai. En tout cas, moi, je ne sais pas, je ne suis pas voyante, donc je ne vais pas vous dire ce que cette histoire va devenir. Mais le fait qu'elle accepte, elle est dans un jeu avec vous. Ouais, si vraiment elle voulait couper court et vous opposer un non net et catégorique,
elle entretiendrait pas avec vous cette correspondance, ces SMS, ces messages, elle resterait pas avec vous. Vous voyez, elle joue un peu aussi avec le feu. Et certainement qu'elle y trouve beaucoup de plaisir et qu'elle doit en être aussi en même temps très flattée. C'est toujours très agréable d'être courtisée par quelqu'un de plus jeune, hein. Ça fait du bien. Si vous le dites. Bah oui, je le dis. Ça fait du bien, oui, oui. Ça booste un peu. C'est toujours très agréable d'être courtisé, mais par quelqu'un qui nous plaît, qui est charmant, c'est encore mieux. Donc, après, vous me dites que vous êtes quelqu'un d'obstiné, Arnaud. Donc, Ouais. tant qu'elle ne vous oppose pas un refus franc et catégorique, après tout, vous pouvez continuer à jouer. Maintenant, par rapport... alors, j'aborde la partie la moins agréable, évidemment, mais par rapport à ce couple dont vous me parlez, où on sent que vous n'avez plus du tout la tête à votre couple, vous êtes déjà très détaché, vous. Ah oui, complètement. Mais vous étiez déjà, vous ne vous sentiez plus bien déjà avant même cette collègue, avant même tout ça. Ouais, ça date de bien avant, quoi. Après, là-dessus, moi, je laissais passer, quoi. Je faisais pas vraiment gaffe. Mais et vous n'en parlez pas avec la jeune femme avec qui vous vivez, enfin, parce que là vous avez la tête c'est euphorisant, vous êtes à fond dans cette histoire. Vous me dites vous ne pensez qu'à votre collègue. Alors bon, pardon d'être un peu rabat-joie, mais par rapport à cette jeune femme, peut-être que vous attendez quoi qu'il se passe, vous aimeriez qu'il se passe quelque chose pour lui dire que ça ne va plus du tout et vous voulez la quitter? Ben, déjà, en gros, on s'est donné jusqu'à la fin du mois pour, s'il n'y a pas d'amélioration, elle souhaite partir, quoi. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même assez avancé déjà. Hein. C'est assez avancé. À la fin du mois, là. Ouais. C'est tous les deux, vous en êtes arrivés à... Oui, donc elle est déjà prête, elle, à envisager une séparation. Bon, et vous n'avez pas du tout envie que ça s'arrange, puisque vous aimeriez au contraire que ça démarre avec cette femme-là. Voilà. Et dans le boulot, personne ne s'est rendu compte de rien entre vous deux? Si, en fait, on est tout le temps fourgués ensemble, quoi. Et dès qu'on peut être ensemble, fumer club, discuter, café, là, on est ensemble, quoi. On s'attend. C'est-à-dire que les gens pensent que vous êtes ensemble? Je pense. Après, ils le disent pas directement, quoi, mais après, ça se voit, quoi. Après, ils doivent se dire, après, avec l'âge, non, c'est pas possible, quoi. Peut-être, permettez-moi de vous dire, soyez un peu prudent, parce que vous savez, là, vous êtes, vous, dans votre emballement, vous êtes porté par votre désir, mais au boulot, il vaut mieux être discret parfois. Parce que vous ne savez pas comment les choses peuvent évoluer, et c'est pas toujours agréable, après, quand vous avez les autres qui vous ramènent toujours à ça, ou ça peut devenir un peu lourd. Donc c'est une façon de se protéger aussi. Après, les avis d'un autre, je m'en tape, quoi. J'en rigole, quoi. Parce qu'on vit pour les autres, on vit plus, quoi. Hein. Enfin, vous vous en tapez peut-être, mais le boulot, on y passe pas mal de temps. Hein. Si vous passez 8 heures par jour et que finalement, avec cette femme, ça évolue pas comme vous voulez ou quoi, ça va peut-être vous raser au bout d'un moment. Les autres qui vous ramènent toujours à elle ou... Vous voyez, c'est... Parce que là, vous êtes dans votre euphorie. Donc vous êtes complètement galvanisé, porté par votre désir. Donc les autres, à la limite, le monde, il n'existe pas. Vous êtes dans votre bulle avec cette femme. Mais moi, je me permets quand même de vous dire, après vous en faites ce que vous voulez, dans le cadre du travail, vous savez ce qu'on dit, hein? Je vais pas dire la formule, mais vous savez ce qu'on dit? Non. Non? Ne voulez pas que je le dise, non. No job in job. Vous avez dû l'entendre. Alors si on dit ça, les statistiques montrent le contraire. Beaucoup de gens se rencontrent sur le lieu de travail. Et il y a des histoires très belles qui se forment là, parce que c'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Et il y a des couples qui se forment. Mais souvent, quand même, c'est préférable au départ d'être prudent. Parce qu'au départ, ce qui vous amuse, ce qui vous flatte même peut-être, pour vos collègues, pour tout le monde, vous êtes ensemble, peut vite devenir fatigant et un peu usant et même un peu déprimant si ça va pas comme vous voulez, si à un moment vous sortez avec elle et puis que ça va plus. Enfin, vous voyez, une fois que l'euphorie descend, on est un petit peu moins... Justement, le travail peut être un endroit où on peut un peu se retrouver, penser à autre chose si on est dans une histoire à côté sentimentale un peu bancale. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de vous protéger. Mais bon.
Après. Là, ça fait déjà un moment qu'on traîne souvent ensemble, donc. Parce que vous me dites finalement, vous pourriez vous voir en dehors du travail. Vous me dites, ah ben non, parce que par rapport à mon couple, faut que je sois discret. Mais votre couple, vous me dites que de toute façon, vous voyez la fin du mois là, pour savoir si vous continuez ou si vous arrêtez. Donc de toute façon, c'est un peu déjà du passé, hein, semble-t-il. Donc à la limite, vous verriez un peu à l'extérieur, ça changerait aussi de l'ambiance travail. Oui, on se voit, ça arrive, on se voit à l'extérieur, quoi, des fois. Après, qu'est-ce que vous voulez alors à propos de la différence d'âge, j'ai une petite réaction de Sergio qui dit, est-ce que c'est pas juste du désir, un fantasme, parce que la différence d'âge aussi pour elle, ça peut être un frein, mais pour vous, ça peut être un moteur important du désir. Hein. Sergio qui ajoute qu'il a 25 ans d'écart avec sa chérie et c'est le bonheur. Donc, pour lui, l'âge n'est pas un frein. C'est ce que pense Monica aussi, que la différence d'âge n'est pas un obstacle. Elle dit, en revanche, vous dites que vous êtes bornés tous les deux. Elle dit, 2 personnes bornées sous le même toit. Êtes-vous sûr que ça ferait bon ménage? Elle a raison, Monica. C'est du bon sens. Peut-être que là, vous êtes dans ce jeu et qui est très très agréable de séduction, mais au quotidien, quand on est 2 bornés, on va pas bien loin. Enfin, pas toujours. Bon, écoutez, vous verrez bien. Vous verrez bien. Et comme dit quelqu'un, si elle aime jouer, après tout. Jouer. Bon, écoutez Arnaud, bonne chance. Il me reste à vous souhaiter bonne chance et puis vous pourrez nous raconter la suite de l'histoire si elle se déroule comme vous en avez envie. D'accord ? Ouais. Au revoir Arnaud, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Des petits messages qui arrivent pour Arnaud qui désire comme un fou sa collègue de travail. Il a 29 ans, elle en a 49. Quelqu'un lui dit, vous devriez, lors d'une invitation au resto ou ailleurs, lui dire à quel point vous la désirez. Et vous verrez ainsi, parce que le désir doit être mutuel, dit cet auditeur ou cette auditrice, mais intenable si vous êtes seul à la désirer. Et Charevax dit, moi j'ai 40 ans d'écart avec mon chat et ça se passe super bien. Allez, on va accueillir Juliette. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Bonsoir Caroline. Merci de me rappeler. Je suis très heureuse de vous avoir. Mais moi aussi. Je vous écoute tous les soirs, mais j'ai eu des soucis moi-même de séparation et je vous ai écouté souvent le soir et ça m'a beaucoup aidée. Je n'ai jamais osé vous appeler. Ah bon ? Mais à travers les témoignages des autres personnes, vous avez un peu puisé des conseils pour vous. Je me suis rendu compte que j'étais moi-même et il fallait que je relève la pente et voilà, ça fait 4 ans maintenant. Je suis très très bien, très bien. Tant mieux. D'ailleurs, j'ai eu la même expérience avec un compagnon qui était un peu plus jeune que moi. J'ai été heureuse pendant des années. Et puis, voilà, il est arrivé un moment, j'ai craqué parce qu'on n'avait plus la même direction, disons. Oui. Mais entre-temps, vous avez vécu peut-être quelque chose d'intense. Oui, tout à fait, oui. Mais bon, de toute façon, on ne peut jamais revenir en arrière. Voilà, la vie se fait et on ne peut... on fait des erreurs quelquefois, pas toujours pour un bien. Enfin, c'était bien, mais c'est mal terminé quand même. Et au bout de quand même quelques années. Ah, quand même. Oui, beaucoup d'années même. Donc finalement, vous dites à Arnaud que la différence d'âge n'est pas un obstacle. Ah non, pas du tout, pas du tout. Bon, moi je faisais pas, c'est pareil, j'avais 40 ans, je ne faisais pas du tout mon âge. Oui. Bon, il y avait 10 ans d'écart, mais bon, ça fait quand même une différence. Oui, dans ces périodes-là de la vie, oui. Après, moins, mais là, oui. Oui, tout à fait, oui. Mais après, même maintenant, s'étonne de mon âge, mais je suis bien toute seule. Vous avez de la chance. Voilà, j'ai de la chance. Enfin, bon, quelquefois, je me sens seule, mais bon, j'ai beaucoup d'amis, je suis assez rayonnante, enfin, disons, je parle beaucoup. Vous vous sentez bien, beaucoup. Oui. Voilà, voilà. Bon, mais là, je crois que c'est comme beaucoup. Je m'inquiète pour ma fille. Bon, je suis pas. On vous a certainement
déjà. Oui, j'ai votre petite fiche sous les yeux. Je vois que c'est votre fille qui, elle, est en couple et dans une situation assez compliquée. Oui, tout à fait, parce que elle s'est déjà séparée une fois, ils se sont remis ensemble, voilà. Et puis lui d'ailleurs a eu fait connaissance d'une personne sur son lieu de travail, voilà, qui n'a pas duré d'ailleurs. Et là, rebelote, il a fait connaissance d'une autre personne également sur son lieu de travail. Alors, c'est la série. Bon, comme je disais à Amandine, ils ont acheté une maison. La maison, quand ils ont acheté la maison, ça n'allait déjà plus. Enfin, avant d'acheter la maison, ça allait, mais entre-temps, vous savez, ils avaient un délai pour habiter cette maison. Donc, il a fallu déménager parce que l'appartement était vendu, donc c'était obligatoire. Et donc arrivé dans la maison, déjà ça n'allait plus. Et voilà. Et cet été, ils vivaient ensemble, mais sans être ensemble, quoi, chacun de leur côté. Ah oui, un peu, c'est triste, oui, c'est un peu déprimant. Ils se retrouvaient dans cette maison pourtant qu'ils venaient d'acheter, mais déjà, c'était beaucoup éloigné. Oui. Alors, donc, moi, je me mêle pas parce que déjà, la première fois, j'ai pas pris ni parti avec ma fille, ni avec lui, enfin bon. Vous savez, les couples... C'est compliqué, oui. Mais c'est elle qui, quand même, s'en était ouvert à vous, de cette histoire d'infidélité, j'imagine. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, elle était dans son appartement à cette époque-là. Elle lui a dit, tu t'en vas. Elle était avec ses enfants. Tandis que là, ils ont acheté la maison ensemble, si vous voulez. Donc, et en plus, ils ne sont pas mariés. Alors, donc, là, ils sont... certainement que... Ils vont se séparer. Ma fille me disait j'espère qu'il va partir, qu'il va trouver quelqu'un, qu'il va me fiche la paix. Et puis finalement, là, cet été, ils ont pris leurs vacances chacun de leur côté. Ah oui, c'en est à ce point-là. Ah oui. Elle ne l'aime plus. Elle ne l'aime plus, votre fille. Eh ben, je croyais. Ah, ouais. Et puis finalement, là, elle a su. Bon, il est parti en vacances au mois d'août avec ses enfants. Elle est partie au mois de juillet. Et quand il est revenu, voilà, toujours séparés, toujours dans la même maison, mais séparés, sans se dire un mot, en communiquant avec les enfants, vous voyez. Ils ont quel âge ? Ils sont petits, encore, les enfants. Petits, 9 et 13 ans, 9 ans et demi et 13 ans. Ah, d'accord. Oui. Et donc, en fait, ma fille a su il y a maintenant, on va dire 15 jours, qu'il est parti en vacances et que cette fille l'a rejoint. La fille qu'il a connue sur son lieu de travail. Alors, elle est mariée, elle est certainement partie sans son mari pour une question certainement de vacances. Oui. Et donc, elle est venue avec ses enfants. Ses enfants, elle les faisait garder à la garderie parce que c'était dans un centre club de vacances. Oui. Voilà. Et lui, il allait courir le matin avec elle et il laissait les enfants seuls. Et quelquefois, j'ai su, même aujourd'hui... Vous allez me dire la suite de cette histoire, bien sûr, après les informations, Juliette. D'accord. Très bien. Donc, on marque une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et je vous invite à composer le 39 21 pour parler de vous et de votre vie en toute quiétude. 39 21 également si vous souhaitez intervenir à tout moment pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, je vous rappelle que vous avez également le répondeur de la libre antenne. Vous pouvez joindre le 39 21. Il est disponible 24 heures sur 24.
7 jours sur 7. Vous nous laissez, c'est 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez nous laisser un message avec votre numéro de téléphone et Paul et Amandine feront tout leur possible pour vous rappeler dans les jours qui suivent votre appel. Vous avez également les mails à votre disposition, europe1.fr, les SMS au 7 39 21 et la page Facebook, bien sûr. On va retrouver Juliette. Vous êtes là ? Oui, merci. Alors Juliette, vous nous parliez juste avant le flash là de 23h du couple de votre fille qui ne va plus très bien. Il y avait déjà eu une première infidélité, enfin un peu où ils pensaient se séparer. Ça a recommencé. Ah non, ils se sont séparés. Ah, ils se sont séparés parce que vous me disiez qu'elle était dans son appart. Oui, ils ne vivaient pas ensemble. Elle était dans son appart, elle l'a mise dehors et ils se sont séparés pendant à peu près 1 an et demi à 2 ans. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Oui. Remis ensemble, oui. Et c'est là où ils ont quand même eu ce projet de maison, donc c'est que ça allait mieux, puisque il y a eu un moment où ça allait mieux entre eux. Oui. Et là, elle a appris donc qu'il avait à nouveau une liaison avec une collègue de travail. Et cet été, vous étiez en train de nous expliquer qu'ils sont partis séparément en vacances. Et elle a découvert que lui était parti avec cette femme. Oui. Et ses enfants à elle et les enfants ses enfants, les enfants de ma fille, enfin ses enfants également. Et donc, et bien souvent, mes petits-enfants étaient seuls. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est ce soir, ma petite fille me dit oui, même quelquefois à la piscine on était seuls. Alors là, ça m'a mis hors de moi et j'ai dit à ma fille, il faut absolument que tu fasses quelque chose parce que si tu lui confies les enfants et qu'il ne les surveille pas, un enfant de 9 ans à la piscine, bon, ma petite fille sait très bien nager, mais mon petit-fils, 9 ans, et donc il y a bien quelqu'un qui surveille la piscine. Oui, il y a un maître nageur dans ces clubs, en général. Il y a toujours un maître nageur dans les piscines comme ça. Oui, mais quand même, on laisse jamais les enfants à la piscine seuls. Et ben voilà quoi, ça m'a mis hors de moi. J'ai dit à ma fille, il faut absolument que tu fasses quelque chose, que tu alors elle dit mais j'ai pas le temps, je voudrais aller voir un conseiller juridique, je n'ai pas le temps, j'ai mon travail qui me prend énormément, mais sûr, elle fait tout. Elle s'occupe du matin au soir des enfants. Lui, il rentre, il est 9h le soir, en fait. Donc, elle a tout fait. Moi, je m'occupe un peu des enfants. Je vais chercher le plus jeune à l'école. Et voilà. Elle rentre, elle s'occupe des enfants. Elle fait tout, quoi. Et bien sûr, un couple, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, hein, arrivé à un âge, elle a 46 ans, lui il en a 45. Bon, vous savez, il y a de l'usure, bien sûr, mais quand on connaît une collègue de travail, c'est tout rose, on ne vit pas avec la personne. Alors c'est sûr que, voilà, en se faisant des petits SMS, des petits bisous, des trucs, mais après ça sera différent. Enfin, donc, ça sera différent, c'est sûr. C'est quand c'est tout beau, tout rose. Vous avez raison, malheureusement, la comparaison, elle est toujours en défaveur du couple officiel. Parce que là, il y a d'un côté quelque chose de très passionnel, où on retrouve à nouveau, on se sent à nouveau très vivant, sans désirer, c'est très euphorisant. Voilà. Et puis à côté, il y a le quotidien qui est parfois moins folichon, il faut bien le dire. Le problème, quand même, c'est que là, d'après ce que vous me dites, Juliette, il y a déjà eu une première fois. Oui. Et je trouve que c'est ça, le fait que ça se répète à nouveau, ça montre que quand même le couple est fragile, là. Il y a quelque chose qui... Oui, tout à fait. Mais bon, ma fille, ils vivaient séparés, ça avait l'air d'aller. Mais là, du fait qu'elle a su qu'il avait quelqu'un, donc elle est hors d'elle, quoi. Mais ça doit être très dur pour elle, je trouve, là, parce qu'elle a voulu y croire à un moment, quand même, j'imagine. En plus, il s'est servi des enfants pour partir en vacances et qu'il l'a rejoint, en fait. Vous voyez, ça l'a blessé, quoi. Ça l'a vraiment blessé et il ne fait que mentir. Enfin, je trouve qu'en plus, ça met les enfants en porte-à-faux. Enfin, je trouve que c'est pas bien vis-à-vis des enfants parce que après ils sont coincés, c'est-à-dire ils peuvent pas. Je sais pas d'ailleurs, elle a appris par les enfants finalement qu'il y avait cette autre femme.
Et puis un ami commun, parce qu'il y a un ami commun qui voilà. Donc. Oui, parce que les enfants, ils sont pris dans un conflit de loyauté, là. C'est-à-dire, ils aiment et leur père et leur mère. Ils se rendent très bien compte à 9 et 13 ans que s'ils seraient plus petits, ils s'en rendraient pas compte. Mais que s'ils disent, tu sais, avec papa, il était avec une dame, qu'ils trahissent leur père. Et en même temps, s'ils disent pas à leur mère, c'est leur mère qui trahissent. Donc, je trouve que c'est pas très correct parce que ça met vraiment, ça met les enfants dans une situation en porte-à-faux. Si les choses sont clairement dites dans le couple et qu'il y a une séparation, et bon, là c'est différent évidemment. Mais quand c'est fait un peu en loose day comme ça, en catimini, les enfants, ils sont un peu pris en otage dans cette situation. Bien sûr. Tout à fait. Les enfants, je leur pose la question. Je pose la question à ma petite fille qui va avoir 13 ans. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, oh, mais tu t'en fies pas, mamie. Moi, j'ai l'habitude. Et puis, à l'école, toutes mes copines, en fait, les parents se séparent. Alors voilà. Dans un sens. Oui, elle est très mature, très mature. Elle me fait. Puis elle est mignonne avec vous. Elle voit que vous inquiétez. Elle veut vous rassurer aussi. Ah oui, tout à fait. Elle se confie à moi et moi, dès que je peux, je garde les enfants. Enfin, j'habite à côté. Ma vie, en fait, c'est mes enfants parce que voilà quoi. J'ai laissé mes enfants un peu aussi moi quand j'ai eu une séparation et que j'ai connu cette personne là. Donc là maintenant mon mari d'ailleurs est décédé et mes enfants ils ont que moi en fait. Alors moi c'est ma vie, c'est mes enfants. Bien souvent les gens me disent mais non, il faut vivre. Mon docteur qui m'a dit récemment, mais votre fille, c'est votre fille, c'est sa vie. Mais vous avez votre vie. Moi je suis pas d'accord. On a des enfants, bien sûr. Je m'en mêle pas. Je m'en suis pas mêlée. Je ne veux pas m'en mêler. Mais là, ce qui m'a mis hors de moi, c'est que les enfants il s'est servi des enfants pour. D'ailleurs, c'est ma fille aussi. Elle est aussi blessée dans son estime à cause de cela, je pense. Ça se comprend. Oui. C'est très désagréable d'apprendre ça. Déjà la première fois. La première fois, elle s'est fait beaucoup aider parce que déjà elle avait perdu son père brutalement parce qu'il est mort brutalement. Donc elle a eu du mal à supporter ça et après elle a donc quand elle a eu cette séparation, elle s'est fait suivre longtemps, 2 ans peut-être. Et puis là, elle me dit non maman, je ne veux plus. Non, je veux m'en sortir. Mais alors, on est parti un week-end. Elle a fait pleurer toute la journée avec mon. Là, récemment. Oui. Alors alors je dis mais ça se comprend qu'elle soit mal en même temps. C'est forcément douloureux. La façon dont ça se passe, il aménage pas, je trouve. Il aménage pas, il ménage pas les enfants, il met tout le monde un peu dans le. Parce qu'après, il aurait pu partir avec cette femme sans que ça se sache. Or là, il mêle les enfants comme si c'était quelque chose d'établi. Et je trouve que ce qui est moche, c'est que ça les met en porte-à-faux, vraiment. Même si votre petite fille banalise un peu. Oui, cette dame est mariée, mais bon. Oui, en plus, elle est mariée, donc vous voyez, là, c'est pas je sais pas, je ne connais pas. Et comment vous le savez ça qu'elle est mariée? C'est par Eh ben en fait il a dû se confier à un ami commun ou je sais pas. Donc ma fille a fait son enquête. Vous voyez, récemment, elle a fait son enquête, elle sait tout. En fait, alors moi je suis un peu. Vous voyez, vous êtes perturbée de voir votre fille qui ne va pas bien. Ah oui, tout à fait. Ça vous atteint forcément. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle est perdue en ce moment. Elle n'arrive pas. Elle est trop perdue pour. Faudrait qu'elle se fasse aider un peu. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit je vais partir, maman. Je veux pas rester dans. Parce que lui ne veut pas partir de la maison. Mais bien sûr. Évidemment, il ne peut pas partir. Il ne veut pas partir de la maison, mais où il ne veut pas la laisser partir, c'est. Eh ben non, en fait, elle, de toute façon, il sait qu'elle partira pas. Elle va pas laisser ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants du matin et le soir. Donc, il sait très bien qu'elle va pas partir. Alors lui, il a la bonne situation. Il rentre le soir. Je sais pas, elle doit
plus lui faire à manger, bon, il doit s'occuper de... Et puis, bon, il fait ses petites affaires, là, et puis elle dit quand je pense que toute la journée, il est avec elle, quoi. Enfin, Oui, je trouve que c'est très déprimant pour votre fille, cette vie-là. Ça ne durera qu'un temps, et c'est pas possible de vivre comme ça. C'est déprimant, franchement. Et si c'est cette histoire de maison, parce qu'évidemment ça complique les choses quand il y a un bien matériel, mais ils ont pris un emprunt. Ah oui, tout à fait, parce que donc ma fille avait son apport de son appartement, elle veut récupérer l'argent. Ça part de toute façon, c'est normal. Oui, tout à fait. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il faut vendre cette maison qui était un peu déjà en travaux et les travaux ne sont pas terminés parce que ma fille ne veut plus s'en occuper. Ben, je comprends. Mais ça arrive de plus en plus souvent. Vous savez, des couples qui se séparent, parfois la maison n'est même pas finie d'être construite. Oui, tout à fait. Alors, la vendre à perte, c'est ça. Ils vont vendre la maison à perte, c'est sûr. Hein, c'est peut-être une très belle maison. Peut-être pas. Enfin... Il faut voir, mais c'est vrai que ça complique les choses, mais parce que elle est perdue, elle est blessée, et déjà quand on va bien, c'est pas marrant ce genre de démarche. Enfin, c'est compliqué. Donc quand on est aussi perdu et fatigué, c'est normal que ça lui paraisse une montagne. Mais ça se règle, ça se gère, ce genre de choses. Simplement, il faudrait qu'elle se retape un peu, peut-être qu'elle... Oui, c'est ce que je lui dis. Pense à toi, fais-toi belle. Elle se protège. C'est une très belle femme. Elle est, mais voilà, quoi. Elle n'en a pas envie pour le moment. Non, pour l'instant, elle n'a même pas envie. C'est normal. Moi, les petits-enfants, j'ai commencé à acheter des petits trucs de Noël. Elle dit, même petite fille me dit, oh, moi, j'aime bien chez toi, mamie, c'est toujours des choses pour Noël, c'est joli chez toi au moment de Noël. Oui. Alors ma fille a dit bon, j'ai même pas envie. J'ai tout à la même chose. Elle n'a pas envie de décorer, ça on peut comprendre. Non, elle a pas envie. Ils passeront Noël avec vous, certainement. Oui, c'est sûr, oui, tout à fait. Mais bon. Pour votre petite fille, c'est bien que vous soyez à côté parce que ça lui fait un peu un havre de paix là. Au moins quelque chose de stable dans sa vie. Même si elle banalise finalement un peu les choses, dans un sens, heureusement qu'elle a des copines. C'est fou d'ailleurs, maintenant les enfants se retrouvent beaucoup au sein d'histoires comme ça, mais où je trouve que les adultes les ménagent pas beaucoup, parce que... Que les couples, se séparent, c'est une chose, mais de présenter d'abord ce qui n'est pas forcément le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, parce que ce qui peut être qu'une liaison, on tient les enfants à l'écart de ça. Et surtout quand l'autre parent n'est pas censé être au courant. Parce que c'est les mettre dans une situation impossible, je trouve. Tout à fait. C'est lourd à porter à 13 ans, on a d'autres choses à penser. Elle aussi, elle peut être dans ses premières amours, or là, l'histoire de ses parents, c'est un peu difficile. Oui. Mais il faut que vous occupiez un peu de votre fille. Oui. Pardon, je vous ai... en lui disant peut-être, puisqu'à un moment elle s'était fait aider, qu'elle avait repris du poil de la bête, peut-être en lui disant, écoute, pour le moment, ne pense pas à toutes les choses compliquées, la maison, parce que la priorité c'est qu'elle se récupère un peu, qu'elle reprenne des forces. Oui, je pense qu'elle en a envie parce que quand ça va pas, elle va courir, parce qu'elle fait elle court beaucoup. Ça lui fait du bien avec son travail aussi. Elle a des bons collègues. Et c'est vraiment elle est vraiment. Mais là, elle me fait de la peine, quoi. Moi, elle me fait beaucoup de peine. Je sais pas quoi faire pour l'entourer, puisque visiblement elle se confie à vous. L'entourer. Ce qu'elle fait, c'est bien. Si elle aime courir, si elle aime, s'occuper d'elle. Je comprends qu'elle ait pas forcément envie de se faire jolie, parce que le but, c'est pas de donner le change. Vous savez, parfois il y a des gens comme ça qui arrivent très bien à donner le change. Personne ne se rend compte qu'ils vont mal et qu'ils sont très malheureux, parce que ils arrivent à conserver une apparence extérieure souriante, élégante. Parfois, si on est malheureux, je dis pas évidemment de lui dire oui, c'est bien qu'elle soit complètement négligée, mais après tout, si elle a pas envie de se faire jolie, on peut comprendre en ce moment. En tout cas, qu'elle aille vers des choses qui peuvent lui faire du bien, et peut-être un peu d'être entourée. Cette psy qu'il avait, par vous, bien sûr, c'est important. Cette psy qu'elle avait vue à un moment, qui connaît un peu son histoire, je sais pas si ça se passait bien, elle pourrait peut-être un peu aller la voir, qu'elle récupère un peu, parce que c'est pas quand on va aussi mal qu'on prend une décision. Oui. Il faut déjà qu'elle ait un peu de recul, qu'elle soit moins désemparée, à mon avis. Oui. Mais en fait, je me demande si elle veut vraiment se séparer. Elle est en colère.
Mais vous voyez, une fois, elle l'a repris déjà une fois. Elle a dit non, ça ne sera pas 2. Mais là, quand je de révolte de ce qui s'est passé. Là, vous savez, je dis un peu. Elle dit maman, bon, elle veut pas que je dise quoi que ce soit sur lui. Vous voyez, elle est très ambivalente. Oui. J'essaye parce que parce que elle a un petit caractère quand même. Hein. Donc je ne veux pas me mêler mais quand même. Elle ne veut pas que vous disiez du mal de lui. Elle veut bien en dire, mais pas vous. Oui. Ah non, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. D'ailleurs. Elle y est attachée encore certainement. Vous voyez, j'essaye vraiment. J'en pense pas moins, mais non, c'est très rare que je dise des choses. Mais vous avez raison il s'agit pas de l'accabler lui, mais en tout cas, il s'agit quand même de lui dire que en ce moment, par son attitude, il ne l'aménage pas du tout. Je trouve qu'il n'est pas. Il la néglige, ça c'est certain. Et je trouve non seulement il la néglige, mais il prend pas vraiment, parce que après tout, il pourrait dire, lui, bon, oui, je suis très amoureux, j'envisage de me séparer, mais il ne prend pas de décision, il laisse comme ça un peu pourrir la situation. Donc, votre fille, de toute façon, encore une fois, je trouve que c'est pas dans ces situations où on est très mal qu'on peut prendre une décision qui engage comme ça, et qui engage aussi d'autres personnes, parce qu'il y a les enfants. Il faut déjà qu'elle se retape un peu, physiquement et moralement, qu'elle prenne un peu de recul et peut-être qu'elle sera plus à même, vis-à-vis de son mari, aussi de se positionner. Parce que là, elle est dans une attitude d'évitement. Ce qu'on peut comprendre, hein, elle craint finalement peut-être ce que ça pourrait engendrer d'avoir une véritable discussion. Donc vous me dites, ils vivent sous le même toit mais comme 2 colocataires, ils évitent, ils prennent plus leur repas ensemble. Donc chacun s'évite. Mais cette situation, elle va durer qu'un temps parce que c'est quand même assez intenable et très déprimant. Mais si elle n'est pas en état pour le moment, bon, c'est comme ça. Mais je pense que quand elle aura repris un peu des forces, j'espère qu'elle pourra, elle, se positionner par rapport à lui. En lui disant, en tout cas, ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle ne veut plus accepter. Parce que là, dans l'évitement, elle subit beaucoup. Oui. Elle subit les choses. Ah oui, là, c'est elle qui en prend. Parce que lui, il a le beau rôle. Hein. Il est, il a sa maîtresse... Voilà, il ne doit pas être très à l'aise quand il rentre le soir, quand même, j'imagine. Ça ne doit pas être très simple. Mais il est quand même gêné par rapport aux amis communs, parce que les amis communs sont quand même, vous voyez, plus du côté de ma fille que de son côté, parce que ils sont un peu déçus, quoi, de sa... Oui, ça se comprend. Oui. Vu comment il se comporte, ça se comprend. Oui. C'est pas tant même cette histoire d'infidélité, mais qui mêle ses enfants à tout ça. Enfin, il l'aménage pas du tout, parce que il pourrait faire en sorte, malheureusement, qu'elle ne le sache pas, que personne ne le sache. Mais là, c'est presque ouvertement, et elle subit. Alors pour le moment, elle subit parce qu'elle peut pas faire autrement. Mais c'est pour ça qu'il est important qu'elle reprenne des forces et qu'elle puisse se positionner face à lui. Parce que là, la situation peut se renverser, vous savez. Il y a des couples comme ça qui ont l'air très mal partis, et puis finalement, qui refont un tour et plusieurs tours de piste ensemble. À l'inverse, il y a des couples, c'est tout d'un coup tempête dans un grand ciel bleu, et c'est irrémédiable. Donc c'est toujours très complexe, le couple. On peut pas savoir finalement ce qui peut se passer. Lui-même, au fond, ne prend pas de décision. Bon, certes, cette femme est mariée, mais après tout, il pourrait dire, moi, j'en peux plus de notre couple. Notre couple a vécu, je n'en peux plus et je pars, ou enfin, on se sépare, au moins. Il ne le fait pas, et il est possible, après tout, ça peut faire partie des hypothèses, que quand votre fille ira mieux et qu'elle sera à même de lui dire ce qu'elle ne veut plus, et en tout cas, comment elle envisage les choses, que c'est lui qui se dise, ouh là là, en fait, je suis en train de tout perdre, ou ça va plus là. Parce que lui, il est dans un statu quo, ils sont dans un non-dit, qui n'est pas tenable à long terme. Oui, d'ailleurs, ma fille me dit, mais il va pas bien, quoi. Elle dit, je vois qu'il va pas bien. Oui, il mais... est pas dans son état normal, quoi. D'accord. Il a des réflexions, quelquefois, je sais pas, moi, par exemple, un matin, elle se lève avant lui, il lui dit, mais bon,
Je vais prendre la salle de bain. Est-ce que je peux prendre la salle de bain? Elle dit, il y en a 3 salles de bain. Non, mais il veut aller dans celle-là, vous voyez, pour l'embêter, quoi. Elle dit vraiment, il est pas bien, quoi. C'est vraiment. Puis alors des choses comme ça. Il veut garder la salle de bain commune. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Elle me raconte. Elle a peut-être raison, peut-être qu'il va pas bien, oui, que c'est un peu, il est peut-être à côté de ses pompes, comme on dit familièrement. Oui, tout à fait. C'est possible. Vous voyez que c'est possible que c'est pas la situation soit pas aussi rose de son côté qu'on pourrait l'imaginer. Mais en tout cas, ce que vous pouvez quand même dire aussi à votre fille, c'est toi non plus, tu ne vas pas bien. Et il te fait du mal. En ce moment, il te fait du mal. C'est pas le dézinguer, le critiquer ouvertement, que lui dire. En tout cas, moi, en tant que mère, vous pouvez lui dire. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que je vois que tu ne vas pas bien. Et c'est normal compte tenu de ce que tu vis, mais il te fait du mal en ce moment. Voilà. C'est parce qu'il te fait vivre. Et donc il faut vraiment qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle prenne un peu de distance peut-être en allant reparler de cette histoire, qu'elle récupère et après elle sera plus à même de voir ce qu'elle envisage de faire. Oui. Vraiment. D'accord. Je pense. Oui. Je vais essayer de parce que c'est difficile aussi de lui parler. Oui, ça je veux bien croire. Je veux bien croire parce qu'elle doit être à fleur de peau. Sa sœur lui parle. Oui, quelquefois, assez brutalement parce que sa sœur est plus. Elle n'est pas en couple, elle est toute seule. Puis c'est des sœurs, donc elles ont l'habitude peut-être de ce mode de fonctionnement-là. Elle peut entendre. Elle essaie de la secouer par contre, mais elle ne donne pas d'avis. Elle donne pas d'avis. Oui. Mais c'est peut-être pas mal pour votre fille, parce que de sa sœur, elle accepte des choses qu'elle accepterait pas forcément de vous, parce que vous êtes sa mère. Donc, il s'agit pas vous de la secouer, mais de lui dire quand elle vous dit il va mal, vous pouvez lui dire qu'effectivement, peut-être, oui, elle a raison, peut-être qu'il va mal, mais elle aussi, elle va pas bien. Oui. Donc tout ce qu'elle peut faire, en tout cas pour le moment, c'est déjà s'occuper d'elle. Et quand elle se sentira un peu moins perturbée, déstabilisée, qu'elle prendra un peu les choses avec de recul, elle verra ce qu'elle envisage. Et elle pourra discuter avec lui. Et peut-être finalement s'affirmer et lui dire parce que là il prend en ne prenant pas de décision, elle lui dit même pas arrête, écoute, ou elle a tellement peur qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, que tout éclate finalement. Et lui aussi, ils sont vraiment dans l'évitement, mais il y a bien un moment où il va falloir qu'il y en ait un qui sorte de cette situation, parce que je trouve que c'est intenable pour votre fille. C'est intenable pour les enfants. Enfin, ils voient bien les enfants que les parents ne se parlent plus ou à travers eux, et je trouve que c'est dur aussi de faire vivre ça aux enfants. Oui. En tout cas, donc merci. dites-lui bien à votre fille, occupe-toi de toi. La priorité c'est ça pour le moment. En lui disant, je comprends que tu ne puisses pas prendre de décision, et tu as raison. Parce que quand on est perdu comme ça, c'est pas le moment de prendre une décision qu'on peut regretter par la suite. Il faut déjà essayer d'aller mieux, un peu physiquement, moralement, qu'elle voit son médecin, qu'elle essaye de faire des choses un peu pour de voir ses amis, un peu de sortir, d'être un peu entourée, très entourée, voir un peu sa psy, et puis quand elle aura un peu plus de recul, vous verrez certainement qu'elle abordera la situation tout à fait différemment, je pense. Oui. Là, elle est trop fatiguée, écrasée, blessée, donc il faut la laisser un peu récérer. D'accord ? Oui, d'accord, Caroline. Merci de m'avoir prenez bien soin d'elle, alors. Oui, merci. Ça m'a fait du bien, en fait, parce que c'est vrai que j'ai envie de tout lui donner. Je comprends. Vous l'entourez déjà beaucoup, donc c'est important. Oui. Bon, elle a besoin d'être chouchoutée, mais dites-lui que c'est ça la priorité. Oui, puis en plus, elle vient de perdre sa grand-mère, alors. Donc ça fait beaucoup. Qu'elle adorait. Oui, ça fait beaucoup. Je comprends qu'elle ait du mal à réagir. Bon, prenez bien soin d'elle. Bonne soirée, Juliette. Merci, au revoir. Caroline. Au revoir. Au revoir et merci encore. Et le 3921 est à votre disposition, bien sûr, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Amandine et Paul comptent sur vos appels, et nous aussi, bien sûr. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci quelle belle voix grave. Vous avez... Ah oui, vous avez une voix de radio. Merci de prendre mon appel, Caroline. Alors, moi, je voulais apporter mon témoignage parce que sûrement d'ailleurs, d'autres familles vivent ce que je vis actuellement depuis maintenant 16 ans.
j'ai un problème avec mon fils, qui est un fils unique. Pour, cerner le problème, c'est un enfant qui était un enfant désiré, mais je me suis séparée de son père. Il était petit, quoi. Il avait 2 ans. Donc à l'époque j'étais très jeune, j'étais étudiante, et donc mes parents qui habitaient juste dans le même immeuble que moi, enfin, c'est-à-dire à un étage et moi à l'autre, s'en occupaient beaucoup puisque moi je faisais des études de médecine à l'époque et après d'infirmière parce que la médecine ça n'avait pas marché. Bon, donc j'avais des gardes, des choses comme ça. Donc mon fils était beaucoup élevé par mes parents. Et donc ça a été un enfant qui a été très choyé, très gâté, très entouré, enfin très chouchouté, on dira, par sa mère et par ses grands-parents, les deux. Bon, c'est un enfant qui par ailleurs était absolument délicieux, travaillait très bien à l'école, était premier de sa classe, enfin bon, bachelier très jeune, avec mention, des études très supérieures. Maths sup, maths spé, enfin, etc., etc. Et puis, à l'âge, un diplôme d'ingénieur, à la fin de ses études, à l'âge de 26 ans à peu près, il a commencé à avoir des... Enfin, bon, alors, faut dire que c'était un enfant qui était... nous, on le poussait un peu, on disait, mais enfin, sors, etc., enfin, comme les ados, etc., et il ne sortait pas, il était très réservé. Très solitaire. Voilà, très solitaire. Il avait un ami, ce qu'il appelait son meilleur ami, qui était la vérité, et ils sortaient peu, enfin, ils sortaient un peu ensemble, ils allaient un petit peu en soirée, un truc comme ça, mais pas beaucoup, pas autant. Alors, il fumait pas, il buvait pas. C'était Enfin, parfait. bon, et voilà, l'enfant parfait. C'est ce que me disaient les mères de ses copains de classe, quoi. Et oui, qui parfois Ils elle disaient, était avec. de la chance, qu'est-ce que t'as de la chance. Oui. Bon. Et puis à la fin de ses études d'ingénieur, il a commencé à soupçonner, à ne plus vouloir sortir du tout, à soupçonner ses grands-parents et moi-même d'ailleurs de vouloir l'empoisonner. Il ne mangeait plus. Il fallait qu'on goûte la nourriture avant lui. Bon, etc. Alors moi j'ai fait une erreur à l'époque, c'est-à-dire que je l'ai immédiatement emmené chez médecin, psychologue, psychiatre, etc. Mais j'ai fait une erreur, j'aurais dû l'emmener à l'hôpital dans un service de psychiatrie, quoi. Déjà, vous me dites que vous lui avez fait voir un psychiatre et vous aviez raison. C'était très préoccupant. J'entends. Ah, mais en libéral, oui, d'accord. Vous avez déjà bien fait, hein, quand même. Voilà. Alors. Après, lui aurait pu le faire hospitaliser parce qu'effectivement, ses symptômes sont très préoccupants là. Voilà, alors il ne l'a pas fait hospitaliser. Bon, par ailleurs, moi j'ai pas insisté pour qu'il soit hospitalisé parce que, bon, c'est il y a 16 ans, alors c'est peut-être... Donc il avait quel âge à ce moment-là ? Il avait 25 ans. Et donc j'avais peur, moi, alors c'est ridicule, sûrement, maintenant avec le recul, je me dis que c'est ridicule. J'avais peur de le mettre en service de psychiatrie. Je me disais, mon Dieu, il va tomber au milieu d'une population épouvantable. Non, mais je comprends que vous ayez eu peur, des trucs plus graves que lui. Bah oui, enfin, tout parent. Bon, maintenant, les services de psychiatrie ne sont plus ce qu'ils étaient, il y a 16 ans. Bon. Alors, j'ai certainement eu tort. Donc, en fait, quand le psychologue, on a vu d'abord un psychologue, puis ensuite un psychiatre en ville, et donc il n'a pas insisté effectivement pour le faire hospitaliser, me disant que effectivement il n'avait pas sa place en psychiatrie. Alors, il lui a donné des traitements qui n'avaient strictement aucune efficacité. Le psychiatre, vous disiez ça ? Oui, il me disait, il n'a pas sa place en psychiatrie. Il voulait le soigner, continuer à le voir en ville. Bon, pourquoi pas. Mais les traitements n'ont pas fonctionné. Les traitements n'ont pas fonctionné. Après est venu se greffer. Alors le problème de l'empoisonnement, ça s'est réglé, mais par contre est venu se greffer les problèmes de TOC, c'est-à-dire le lavage des mains 250 fois par jour, etc., etc. Tout faire en rituel, c'est-à-dire, je ne sais pas très bien comment expliquer. Si vous voulez, c'est on fait quelque chose, mais il ne faut pas le faire comme. C'est-à-dire qu'il s'oblige à faire des choses absolument
extrêmement difficile, c'est-à-dire se laver d'une telle manière, s'habiller d'une telle manière. Ce sont des rituels, oui, c'est ça, vous avez raison, ça fait partie des troubles obsessionnels compulsifs. C'est vraiment, absolument. Si ce n'est pas fait de la bonne façon, il faut tout recommencer. Voilà, c'est très obsessionnel. Voilà, et c'est absolument effroyable, quoi. C'est truc épuisant, oui. Épuisant pour la personne, épuisant pour les gens qui regardent, pour l'entourage. Oui. Et donc, on s'est trouvé complètement. Moi, je me suis. En plus, son père a complètement laissé choir. Je me suis retrouvée littéralement toute seule pour affronter ça depuis 16 ans. Mes parents, entre-temps, ont disparu et puis ils étaient quand même âgés. Oui. Et donc, alors la situation a évolué, si vous voulez, dans la mesure où effectivement il a moins eu de tocs, de rituels, etc. Mais il a tout reporté sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, lui ne fait plus de rituels, mais il m'oblige à les faire moi. Comment ça Qu'est-ce qu'il vous demande il me demande de me laver les mains je ne sais combien de fois par jour. Il me demande de lui passer des affaires selon un rituel qu'il a décidé. Il est devenu complètement despotique, si vous voulez. Mais complètement despotique. Il vit chez vous ? Il vit non, il vit seul, mais c'est moi qui lui fais ses courses, sinon il ne se nourrit pas, il se laisse mourir. C'est moi qui lui fais il est entièrement à ma charge. Entièrement, puisque il est bac plus, pas 8, c'est bac plus 6. Il était brillant intellectuellement, mais il n'a jamais travaillé finalement. C'est à la fin des études où il a basculé. Il n'a jamais travaillé. Oui, il est très doué pour les études, c'est-à-dire qu'il investissait, c'était le côté cérébral, intellectuel, ça lui convenait très bien. Voilà. Où il pouvait travailler seul. Il continue, si vous voulez, il ne travaille pas, mais il continue sur Internet, sur machin, etc. Voilà. Il se cultive, il est extrêmement cultivé, il bouquine, etc. Mais il ne sort pas de chez lui. Jamais. 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 Ou alors, il faut qu'il soit vraiment obligé, truc extraordinaire, mais il ne sort jamais. Vous lui faites ses courses, son ménage. Comment c'est ? Oui, parce que sinon l'intérieur, si vous n'interveniez pas, est-ce qu'il laisserait aller comme ça autour de lui Ah oui. Ça deviendrait vite un taudis, vous pensez, si vous ne non, parce que il est très rangé. C'est un maniaque de la propreté, donc ça ne deviendrait pas un taudis. C'est la question que je vous posais. Même pour lui, il n'est pas négligé. Ah non, pas du tout. Oh là là, au contraire. Au contraire, l'inverse. Non, mais il pourrait beaucoup se laver les mains et se négliger par ailleurs. Non, absolument pas. Mais alors, le problème maintenant qui vient se greffer aussi, c'est que non seulement il est devenu complètement despotique. Alors moi c'est mon fils. Ce qui me fait mal, très mal, au-delà de ses problèmes à lui, c'est que moi j'en arrive. Alors je vais peut-être choquer vos auditeurs ou vous-même, je ne sais pas. Je ne reconnais plus mon fils. Je comprends. C'est un étranger. Oui. C'est angoissant. C'est très angoissant pour vous. Oui. Non seulement c'est un étranger, mais c'est en train de devenir quasiment un ennemi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Oui, parce qu'il est très tyrannique, vous dites despotique vis-à-vis de vous. C'est sa maladie, malheureusement. Il est à la limite, il est violent verbalement, j'entends. Oui, mais enfin quand même, oui. Il est méchant. Alors que c'était un gamin qui était absolument adorable, délicieux, gentil. Ce n'est plus la même personne. Et non. Je ne reconnais plus mon fils. J'ai l'impression d'être face à un étranger et face à un étranger qui est en train de devenir un ennemi, quoi, si vous voulez. Oui, parce qu'il n'était pas agressif encore il y a quelques années ou quelques mois. Oui, pas du tout. Là, il devient méchant, il devient agressif. Alors pas violent, pas du tout. En parole. En parole, absolument. Il me reproche tout est de ma faute. De toute façon, c'est. Mais il n'a que vous, donc évidemment. Voilà, il déverse tout sur moi. Vous êtes le mauvais objet, oui, évidemment. Voilà, c'est ça. Je suis le mauvais objet au mauvais endroit. Et donc, alors, entre-temps, alors ça c'est ma vie personnelle à moi, je vous assure, j'ai arrêté de vivre à 48 ans, quoi.
À 48 ans, ma vie s'est arrêtée. Pour vous occuper de lui au moment où Absolument. ces problèmes... J'avais un métier que j'adorais. J'étais cadre supérieur dans un hôpital de l'assistance publique à Paris. Je dirigeais une réanimation. J'adorais mon boulot. J'ai arrêté de travailler. J'ai pris ma retraite anticipée. Alors déjà, j'ai une retraite qui est correcte, mais qui est pas non plus... Bon, moi, je lui paye son loyer, etc. Je suis seule. Moi, il faut que je vive aussi. Bon, voilà. Et il se trouve que par ailleurs, moi j'ai tout mis entre parenthèses, plus de vie sentimentale, plus de vie privée, plus rien. Oh là là, oui, plus de boulot, plus rien. Et il se trouve qu'il y a 1 an et demi, mais alors tout à fait par hasard, je me suis fait agresser dans la rue. Très méchamment, puisque quelqu'un m'a donné un coup de couteau au niveau de la gorge. Oh, Dieu merci, ça aurait pu être beaucoup plus grave pour une histoire de cigarette. Oui, d'accord, l'agression gratuite. L'agression gratuite, vous avez une cigarette? Non, j'ai pas de cigarette, et voilà. Bon. En pleine journée? À 19h30 le soir, oui. J'ai donc été transportée à l'hôpital de mon secteur par une équipe de pompiers. Bon, les pompiers sont venus sur place, etc. Bon, la personne a été arrêtée entre-temps, bon, bref. Et il se trouve que j'ai donc rencontré cet homme. Je suis comme la dame qui est là, bien au début de votre émission. Non, le monsieur au début de votre émission, cet homme a 10 ans de moins que moi, il est divorcé. Et ça a été un coup de foudre absolument incroyable, quoi. Bon. Mais alors... Mais ça, c'est formidable. C'est magnifique, oui, c'est bien. Moi, je ne croyais plus depuis 15 ans. Vous l'avez rencontré comment? Parce que c'est pas un pompier. Et si, c'est un pompier. C'est lui qui est venu. C'est incroyable. C'est lui qui est venu sur place juste après mon agression pour me transporter à l'hôpital. D'une histoire, d'un événement tragique qui était terrible, cette agression terrible, naît cette rencontre là. Quelle bouffée d'oxygène pour vous, non? Voilà, il a cherché à prendre des nouvelles après que je sois... Bon, je n'ai pas été hospitalisée d'ailleurs, mais par la suite, il a pris des nouvelles, etc. Et donc, voilà, c'est une très belle histoire. Et le problème, c'est que je ne peux pas m'engager dans une histoire. Comment voulez-vous que je m'engage et que je fasse subir à quelqu'un ce que je subis moi? C'est impossible. C'est impossible. Alors, oui, mais vous avez fait preuve de tellement d'abnégation, comme parfois seules les mères peuvent le faire. Vous avez tellement... Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est un vrai problème, oui, quand les enfants sont atteints de troubles psychiques sévères, adultes, et tout le monde vous dit quoi? Tout le monde me dit, alors maintenant, il faut qu'il y ait un électrochoc, tu le laisses tomber. Bon, je peux pas. C'est pas possible. Non, je suis d'accord avec vous. Non, c'est pas possible. Tu vis ta vie, etc. Parce que je me dis que j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Là, c'est l'esclavage. J'ai l'impression d'être esclavagisée. Et alors, en plus, ce qui est effroyable, c'est que si vous voulez, j'ai l'impression de tomber dans une espèce de syndrome de Stockholm. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, bon, c'est pas ça. Mais c'est votre fils, c'est votre fils. Mais en même temps, ne pas pouvoir se détacher de son entre guillemets de son bourreau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça, quoi. C'est votre fils et vous réagissez même si vous ne le reconnaissez plus, parce que de fait, sa pathologie, à le détester parfois. J'en arrive à le détester. Mais c'est effroyable. Non, c'est normal. C'est ça le pire. C'est normal, et je trouve que vous avez tenu déjà toutes ces années. Je me demande même comment vous avez tenu. Parce que c'est normal d'éprouver ça, parce que même dans des situations moindres, on peut en arriver, dans des situations où les enfants font des choses, ou déçoivent, ou font des trucs. Il y a des moments où, même si on les aime, on peut dire ils nous cassent les pieds. Et là, on est dans quelque chose quand même de très complexe, de grave, qui a eu des répercussions énormes sur votre vie personnelle. Alors si évidemment votre fils, il ne le fait pas exprès, il ne le fait pas contre vous, c'est sa pathologie qui l'amène à avoir ces comportements-là. Mais ce que vous vivez est extrêmement lourd. Et comme vous dites, vous êtes seul à porter tout ça. Ah oui, seul, entièrement seul. Donc je trouve que vous faites preuve déjà d'une résistance extraordinaire.
Donc ça ne choque mais pas. Je sais pas si ça va durer très longtemps parce que. Oui, mais c'est pour ça qu'il est important finalement d'envisager un peu l'avenir aujourd'hui, de voir parce que vous ne seriez pas là à ses côtés à l'assister finalement comme vous le faites. Votre fils à un moment sera hospitalisé parce qu'il ne pourrait pas rester. Je pense qu'il se suiciderait. Vous pensez qu'il est suicidaire? Il en parle Ah oui, absolument. Il parle parfois. De quelle façon il en parle? Il dit simplement de toute façon, il a pas de vie. Il est très, si vous voulez, il est très dans ses rituels, ses machins, ses tocs et tout ça, mais il a gardé toute son intelligence et toute sa lucidité. Donc il dit qu'il n'a pas de vie. Il n'a plus de vie, il n'a pas de vie. Oui, il en souffre de ça, de son isolement. Et il vous en veut aussi de ça, parce que finalement, il est terriblement dépendant. Il est terriblement dépendant, donc il m'en veut. Et par ailleurs, il me dit que qu'il n'a pas de vie. Il n'a jamais fait de tentative de suicide jusqu'à présent. Non. C'est important ça quand même, parce que même vous en étant là très présent, il y a des parents qui assistent comme ça leur enfant au quotidien, et pour autant l'enfant, même adulte, fait des tentatives de suicide. Donc il n'est pas forcément dans une démarche comme ça, mais en tout cas de toute façon, vous dites au fond, si vous ne lui faisiez pas de courses, il se nourrirait pas forcément. Ah, il se nourrirait pas. Enfin, oui, c'est ça, il est toujours sur Internet, mais il ne penserait pas à se nourrir, quoi. Il est sur Internet pour se cultiver, si vous voulez. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, etc. Oui, il veut pas de lien. Il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien. Il n'a jamais été donc c'est-à-dire qu'actuellement, il n'a même plus de suivi, si je comprends bien, psy. Alors, il n'a plus de suivi. Oui, c'est ça qui ne va pas. Il a été hospitalisé une fois 6 semaines. D'accord. Pourquoi? Dans quel contexte? Dans le contexte où effectivement, il parlait beaucoup de suicide et le psychiatre a eu peur. Oui, donc, il a eu raison après tout en prévention. Voilà. Il a été hospitalisé 6 semaines. D'accord. Mais les psychiatres que j'ai rencontrés à l'hôpital m'ont dit, c'était il y a 3 ans, m'ont dit, madame, il a une pathologie, mais par rapport aux pathologies qui sont autour de lui, ils avaient l'air de trouver que c'était dérisoire et qu'en fin de compte, il pouvait très bien être. Alors moi, je leur ai expliqué, je leur ai dit, écoutez, oui, dérisoire, je crois que c'est pas le mot qui convient. Je commence à prendre de l'âge déjà. Oui. Même si j'ai l'air jeune comme ça, je commence à prendre de l'âge. Deuxièmement, financièrement, moi, c'est épouvantable. Oui. Alors ils m'ont répondu qu'ils n'étaient pas assistants sociaux, ce qui était toujours parfait. Oui, enfin c'est un peu léger. Hein. Vous êtes dans une grande ville? Ah oui, à Paris. Il n'a pas été hospitalisé à Sainte-Anne? Si. Il y a quand même des services là où il pourrait être mieux pris en charge. Hein. C'est des services quand même qui sont spécialisés. Oui. Alors, il voit des pathologies. C'était pas une pathologie en fin de compte. C'est quand même très invalidant parce que si vous n'étiez pas là, très invalidant. même s'il ne délire pas, parce qu'il n'est pas dans un. Il n'est rien de ça, quoi. Oui, mais il y a quelque chose quand même de très... Enfin, rien du tout. Je sais pas, ils ont porté un diagnostic d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent de sa pathologie? Le diagnostic est très flou et ils disent qu'il a des troubles compulsifs, mais... obsessionnels, ça c'est certain, mais... mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas eu de choc particulier dans sa vie. Il a eu une vie, jusqu'à 25 ans, il a eu une vie très heureuse, très linéaire, très, C'est ça qui est terrible pour vous d'ailleurs. C'était l'enfant parfait, l'enfant adorable qui réussissait tout. Et il y a une vraie fracture. Mais au moment où il termine ses études et au fond où il rentre, dans la vie, passer à l'action, ce qui ne peut pas déjà adolescent, c'était quelqu'un de très solitaire. Oui, c'était quelqu'un de pas très timide, mais assez très réservé, assez solitaire, très sérieux, même plus sérieux qu'il aurait dû l'être à 15-16 ans, quoi. Et c'est vrai que ça, nous on a pris ça comme des qualités, et peut-être qu'on a eu tort de ne pas s'inquiéter plus à cette époque-là.
Oui, mais enfin, vous savez, vous êtes parent, vous n'êtes pas psychiatre, hein, donc. Non, puis on peut pas refaire on peut pas refaire le monde. Et je pense qu'il avait quand même déjà, même si vous aviez repéré comme ça des choses, s'il avait été pris en charge à l'adolescent, je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui était inscrit en lui quand même dans sa personnalité. Donc, enfin, de toute façon, ça sert à rien de refaire. Il faut voir, il faut plutôt. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'on a évoqué? Oui, excusez-moi. On a évoqué à un moment le fait que c'était peut-être un enfant surdoué qui n'avait pas été décelé et pris en charge. Oui, j'y pensais quand vous dites qu'il a eu le bac très précocement. À l'âge adulte, qui sont épouvantables. Certes, enfin, pas tous, hein, on va pas inquiéter les parents d'enfants surdoués, mais en tout cas, ça mais peut. C'est pas ça, de toute façon, c'est pas ça. Non, mais il y a derrière quand même, il y a quelque chose d'assez pathologique, hein, et je trouve que les psychiatres sous-estiment, enfin. Sous-estime le côté invalidant de ces troubles. Absolument. Même si on n'est pas dans quelque chose qui nécessite des soins et que à côté il y avait des gens enfermés dans une psychose très difficile parfois à soigner, bien qu'on a entendu hier le témoignage de Mathilde, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, cette jeune femme schizophrène qui montrait que elle était incroyable. Elle était extraordinaire cette jeune femme, enfin parce elle avait accepté finalement sa maladie. Oui, elle vivait parfaitement normalement. Parfaitement, elle disait bien que c'était pas simple dans certains de ses liens, notamment les liens amoureux, mais enfin je trouve que oui, elle avait une force incroyable. Par rapport à mon fils, je peux vous dire que c'est très invalidant. Oui, c'est pour ça que c'est compliqué de comparer les pathologies, je trouve. Vous dire, on a des services des gens beaucoup plus lourds, certes, mais enfin, vous ne seriez pas là comme vous êtes là auprès de lui, dans un dévouement extraordinaire, enfin une abnégation totale, j'ai envie de dire. Je me demande comment vous faites pour n'être pas totalement épuisé. Votre fils, il pourrait pas vivre seul, concrètement. Ah non. Ça serait pas possible, ou alors comme vous dites, il aurait pu mettre fin à ses jours. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire. Alors, faut quand même. On a testé pendant 6 mois. Il a voulu, c'est lui d'ailleurs. Il y a 7-8 ans, il a voulu dans son appartement vivre seul. Il n'était pas dans l'appartement où il est maintenant, enfin un autre. Vivre seul. Et alors. Vivre seul, tout en étant dépendant financièrement, bien sûr, mais en tout cas, se débrouiller. Alors, on lui a fait un joli appartement, etc. Bon, enfin bref, ça s'est terminé dans un drame épouvantable, parce que quand j'ai récupéré l'appartement, tout allait à volo, déjà. Ah, quand même, malgré tout, il laissait aller les choses, il n'arrivait plus. Complètement, tout allait à volo. Mais là, il est bien seul dans un appartement à nouveau, je comprends pas. Oui, absolument. Mais seul, si vous voulez, seul, sans que moi je vienne le voir, rien du tout. Ah oui, d'accord. On se parlait qu'au téléphone. Oui. Et donc là, ça devenait, quand vous dites à volo, c'est-à-dire que même dans l'appart, tout était... C'est-à-dire que malheureusement, le fait de vouloir faire que de la propreté engendre de la crasse. Mais l'inverse, bien sûr, c'est un... Oui, bien sûr, c'est un peu une formation réactionnelle et derrière, il y a la crasse, comme vous dites, il y a le désordre, il y a tout ça. Bien sûr. Exactement. C'est pour ça que je vous posais la question s'il arrivait à ne pas négliger son intérieur ou lui-même. Non, mais là, il faut envisager l'avenir. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans cette situation. Il faudrait qu'il y ait des relais de pris. Il y a maintenant des relais même. Alors, évidemment, pour votre fils, aller à l'hôpital de jour, il sort pas. Il ira jamais. Mais il faudrait peut-être envisager une hospitalisation pour faire un bilan. Il a 42 ans. Bon, on va continuer. Oui, c'est vrai, mais on va continuer quand même à se parler après le journal de minuit parce que il faut envisager quelque chose pour lui, et j'ai envie de dire pour vous aussi. Pour moi aussi, parce que là, à tout de suite. Je comprends. Il y a de quoi. Ne raccrochez pas, hein, Florence. Non, on va se parler après minuit, d'accord ? À tout de suite. Ok, à tout de suite. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche.
suis à vos côtés jusqu'à 1h du matin. Alors si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil, si des questions tournent en boucle dans votre tête, ne restez pas seul avec vos préoccupations, vos pensées. Appelez-moi au 39 21 pour en parler et on essaiera de tout faire pour vous aider un petit peu à avancer. On va retrouver Florence. Oui, rebonsoir. Rebonsoir Florence. Alors vous nous parlez donc de votre situation avec votre fils aujourd'hui âgé de 41 ans, mais avec lequel vous vous débattez depuis 16 ans dans une situation quand même très lourde, très complexe, puisqu'il va mal, malgré ce qu'en disent les psychiatres. Alors il y a certes des pathologies peut-être plus lourdes, mais je trouve que quand on n'arrive pas à travailler, à avoir des relations sociales, à avoir des relations tout court, parce qu'en dehors de vous, il n'a pas de relation. Je ne sais pas ce qu'ils appellent, voyez, aller mal véritablement. Oui, moi je pense qu'ils les psychiatres minimisent la situation. Oui, je suis d'accord avec vous là. Alors, je reçois beaucoup de messages pour vous. Il y a Margaret qui trouve votre témoignage très fort et très émouvant et qui trouve que vous avez une force de caractère incroyable. Et elle dit c'est bien que même si ça a été dans une circonstance dramatique, que finalement le destin vous a envoyé ce pompier comme cadeau de Noël, dit-elle. Oui, c'est vrai parce qu'on va y revenir. Oh oui, c'est un vrai cadeau. Il y a Monica aussi qui dit malgré ce que vous vivez, vous avez une pêche incroyable dans votre voix. Comment faites-vous, dit Monica. Mais alors le problème, c'est que justement ce que dit Monica, excusez-moi Caroline de vous couper, mais le problème aussi, c'est que ces derniers mois. Là, je voulais en venir aussi avant les informations. C'est que ces derniers mois, je me suis entre guillemets un peu révoltée, quoi. Je ne suis plus. Alors, est-ce que c'est parce que il y a quelques années, j'ai tout accepté, j'ai une abnégation, comme vous disiez, incroyable, parce que j'avais encore beaucoup d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, vous êtes épuisée. Maintenant que effectivement j'ai intégré que ce n'était plus mon fils, que c'était un étranger, que c'était etc. J'ai plus autant de patience, j'ai plus autant d'amour. Quand il me dit recommence ça parce que ça tu l'as pas bien fait, par exemple, me laver les mains ou je sais pas n'importe quelle imbécilité de ce genre, je dis non, je recommencerai pas, etc. Et alors là, à ce moment-là, il devient complètement parano. Il se met à hurler en me disant que il ne supporte pas que je me moque de lui, enfin que je le prenne pour un, vous voyez ce que je veux dire, oui, mais parce que évidemment, il devient très difficile, il devient agressif, et malheureusement, vous dites, c'est plus mon fils, c'est-à-dire que vous ne le reconnaissez plus. Enfin, il y a quelque chose. Vous dites comme il y a dans cette étrangeté, il y a quelque chose de très douloureux pour vous, de très angoissant. Et c'est une façon de vous protéger aussi. C'est normal que vous réagissiez comme ça. Oui, et j'ai l'impression, si vous voulez, de me comporter avec lui comme je me comporterais, non pas avec mon fils que j'aime, mais avec un étranger qui m'esclavagise totalement. Donc, mais parce que vous supportez déjà, beaucoup d'auditeurs, tout comme moi, se demandent comment vous avez réussi pendant toutes ces années à supporter déjà quelque chose d'aussi lourd. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des relais, vraiment, on l'a pris à l'extérieur. Pour vous, bien évidemment, et aussi pour votre fils. Il est menaçant. En plus, il est menaçant. C'est ça. Donc, il est important qu'il y ait des relais pour vous et pour votre fils. Il me dit que parce que je lui dis, écoute, il faut qu'il y ait des professionnels qui prennent ma place, parce que je lui ai dit. Oui. Il me dit, mais si tu fais ça, je me tuerais, je te tuerais. Il devient très menaçant. Il serait important qu'il soit, moi je pense, important qu'il soit hospitalisé à nouveau pour faire un bilan de son état. Une hospitalisation à la demande d'un tiers, je pense que ça me paraît inévitable. C'est pas lui qui va demander à être hospitalisé. Je pense quand il a été hospitalisé 6 mois, c'était il y a combien de temps? Ah non, 6 semaines. Pardon, 6 semaines, oui, excusez-moi. C'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Oui, mais entre-temps, c'était avec son accord. Mais entre-temps, son état a pu se dégrader et il serait important là qu'il y ait un bilan de fait. Et ça ne peut venir, à mon avis,
peut toujours essayer avec son accord, mais vu ce que vous décrivez, il est fort probable que vous arriviez à une hospitalisation à la demande d'un tiers. Je pense qu'il pourrait devenir. J'ose pas l'imaginer, mais je ne sais pas s'il ne pourrait ne pas devenir effectivement très violent. Ouais. Dites-moi, lui n'est plus du tout suivi, donc déjà ça ne va pas parce qu'il n'a pas de traitement. Ben alors les traitements, il en a eu plusieurs. Oui, mais il n'en prend plus. Actuellement, il n'en prend plus. Non, il ne prend plus rien. Il ne prend plus rien, il n'est plus suivi. Est-ce que vous êtes suivi? Non, moi je suis pas suivie. Moi je me demande, vous n'êtes même pas par, je pensais, une association telle que l'UNAFAM. Non. Il faudrait que il faut que vous ayez un relais. C'est pas possible. Vous êtes trop seul, trop. C'est même étonnant que vous n'ayez pas craqué avant. Écoutez, on a Elisabeth qui est avec nous au 39 21, qui a écouté attentivement votre histoire et qui aimerait justement vous parler. Bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir. Bonsoir Elisabeth, merci d'avoir appelé. Bonsoir Florence, oui. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Écoutez, je vais vous parler avec le cœur, pas comme je ne suis pas ni psychiatre ni psychologue, je suis de l'autre côté de la barrière. Je vis avec un trouble psychique qui est la bipolarité, et je pense que votre fils, il relève plutôt du côté psychotique, parce que voilà, si vous voulez, mon parcours, c'est comme tous les troubles psychiques, c'est un peu chaotique, c'est un peu difficile à avoir le bon diagnostic, le bon traitement, et surtout au niveau des proches. Moi, mes troubles sont déclarés, ont été invalidants quand j'étais déjà assez âgée, mes enfants étaient élevés, j'avais tenu parce que pour les enfants, quoi. Mais après, quand j'ai eu du temps pour moi, j'ai craqué à ce moment-là. Et ce qu'il y a, donc je connais beaucoup de personnes de l'UNAFAM aussi, qui ont les mêmes problèmes que vous. Si vous ne connaissez pas l'association, pardonnez-moi Elisabeth, juste pour vous dire Florence, c'est l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques. Il y a une permanence téléphonique, une écoute déjà, et aussi vous pouvez être reçu en entretien, trouver du réconfort, mais aussi des conseils très précis pour la prise en charge comme ça de votre fils. Et il me paraît important aussi que vous soyez un peu accompagné. Je vous laisse reprendre, Elisabeth. Oui. C'est-à-dire qu'avec l'UNAFAM, si vous voulez, c'est l'aide entre pairs, PAIR. Il y a des gens qui ont la même situation qui s'entraident. Et une fois que les personnes qui ont des troubles psychiques comme ça sont diagnostiquées, acceptent un traitement, c'est vrai que les psychoses, il y a des effets secondaires qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est un petit peu difficile ce parcours, mais surtout tant que vous aiderez votre fils, vous vous démoulirez, vous l'aiderez pas. Maintenant que vous serez dans l'esclavage de votre fils, je voudrais vous le dire en toute amitié, parce que j'ai tous les témoignages. Une fois qu'on est stabilisé, on peut participer à ces associations qui s'appellent les groupes d'entraide mutuelle. Ça s'adresse aux usagers de la psychiatrie, qui sont eux-mêmes adhérents de leur association, le 1901. Par le ministère de la Santé, on a des subventions qui permettent de louer un local, d'avoir l'aide d'une animatrice ou d'un animateur pour réaliser des projets d'activité, de sortir, de retrouver la place dans la cité. Et c'est pareil entre nous, c'est l'aide entre pairs. C'est-à-dire on a des troubles qui ne sont pas forcément les mêmes, on s'accepte, on n'a pas envie d'en parler, voilà, on vient au GEM quand on a envie, on a envie d'échanger dessus, mais voilà, on a une expérience à travers les échanges, toujours dans le cadre de l'amitié. Si vous le permettez, Elisabeth, je pense que le fils de Florence n'est pas accessible à ce genre de groupe, puisque lui, c'est le lien qui pose problème. Mais en revanche, je pense que pour vous, Florence, vous pourriez trouver vraiment un soutien important, parce qu'il y a aussi une aide pour les proches. Il y a des groupes qui existent pour les parents, pour les frères et sœurs, enfin pour tous ceux qui sont concernés comme ça par la maladie psychique d'un proche. Parce que mon fils n'est pas accessible à ça. Non, votre fils non, mais vous oui. D'abord, il considère que effectivement sa vie est fichue, mais par contre, il ne considère pas.
il ne veut pas rentrer en contact avec. Non, il ne peut pas, surtout. Il ne peut pas. Il n'en a pas le désir et il ne peut contact, pas. Avec des gens qui ont d'autres pathologies. Pas possible. Non, mais moi j'ai bien compris, hein, Florence, votre fils là n'est pas en état de participer à des groupes. Mais moi, quand j'évoquais l'existence de l'UNAFAM, c'est déjà pour vous, parce qu'il me paraît, vous êtes trop seul là, et c'est même étonnant que vous n'ayez pas, enfin, ce que vous décrivez, où vous aviez peur de choquer les auditeurs et moi-même en parlant, je vous assure, personne n'est choqué. C'est l'inverse. Tout le monde se demande comment vous avez pu tenir aussi longtemps. Vous savez, j'ai dépensé, il y a des moments, je me dis, plutôt que d'avoir vécu ces 16 ans, j'aurais eu un chagrin infini. Peut-être je m'en serais jamais remise. Mais je me dis, si j'avais perdu mon fils, mais perdu, qu'il soit décédé pour une raison X ou Y, je pense que ça aurait été moins pire que ça. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et je pense qu'on entend d'ailleurs et on comprend votre besoin. Quelque part, il est mort pour moi, si vous voulez. Il n'existe plus. Je me demande même comment vous avez tenu en n'étant pas vous accompagné. Parce que généralement, même si c'est pas par le biais d'une association, à un moment, les parents confrontés à des pathologies aussi lourdes, eux, vont voir quelqu'un pour trouver un soutien. Donc tout ça, vous pourriez, je pense que ça serait important que vous ayez un endroit, vous, pour déposer tout ce que vous ressentez. Là où cette situation atteint ses limites, et je trouve déjà, je sais pas comment vous avez fait jusqu'à présent, vous êtes en train de vivre quelque chose de terriblement angoissant et être dans un rejet, au fond, de votre fils actuellement, parce que sa pathologie vous est trop lourde à porter, et c'est compréhensible. Et lui est en train de développer sans ça, enfin, beaucoup d'agressivité vis-à-vis de vous, donc il vous rend pas non plus les choses faciles. Je pense que l'important serait quand même d'envisager une hospitalisation à nouveau, je vous dis, pour faire un point sur sa situation. Parce que en l'espace de quelques années, les choses peuvent s'aggraver. D'autant plus qu'il n'a plus de traitement médicamenteux, il n'a plus aucun suivi, il n'a que vous. Et donc vous ne pouvez pas être soignante de votre fils à 100%. Donc, il serait important qu'il soit hospitalisé. Je pense que vous allez devoir passer par une hospitalisation à la demande d'un tiers, mais vous savez qu'avec 2 certificats médicaux, c'est possible, et il verra un médecin lors de son hospitalisation pour faire un peu un bilan de son état, voir où il en est, déjà qu'il a un traitement, qui lui aussi va un peu faire diminuer sa souffrance. Là, dans la souffrance dans laquelle il se trouve. Vous permettre un peu de souffler et d'envisager avec l'équipe là où il sera hospitalisé, quelque chose pour sa sortie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place ? À ce moment-là, il existe aussi, pas assez malheureusement, mais il y a des appartements thérapeutiques qui existent, pas assez, mais où les personnes peuvent vivre seules ou parfois à 2, ça dépend de leur pathologie, mais avec tout un relais d'éducateurs, de travailleurs sociaux, d'infirmiers qui se relaient tout au long de la journée. Il y a quand même des choses qui existent au niveau de la psychiatrie pour soulager un peu les proches et les parents. Et c'est d'autant plus important que vous me dites que vous, Florence, vous avez pris de l'âge, que vous pourrez pas toujours vous occuper de votre fils comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Donc il faut penser aussi à l'avenir et mettre en place quelque chose. Parce que moi je vois pas, si vous voulez, depuis 16 ans, je ne vois plus, pour moi, mais je parle pour moi, pas pour lui, je ne vois plus, je vois plus d'avenir. Je comprends. Oui, vous êtes découragé, c'est normal. Ma vie s'est littéralement arrêtée à 47 ans. Bon, alors, j'ai envie de dire que non, parce qu'il y a cette... Attendez, Elisabeth, j'allais juste dire, il y a cet homme qui est arrivé dans votre vie comme un sauveur. Il était à ce moment-là, après cette agression terrible, et cet homme, il compte pour vous, et vous comptez pour lui. Donc il ne faut pas non plus passer à côté de ça. Oui, mais si vous voulez, quelque part, je me dis, je peux pas, j'ai pas le droit, c'est pas honnête, quelque part, d'entraîner quelqu'un dans une situation. Je ne vous dis pas ça, quoi. Florence, je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement que c'est important qu'il y ait un relais maintenant. Vous ne pouvez plus continuer seul à tout supporter comme ça. Donc, il est important, à travers cette hospitalisation, d'envisager aussi l'après.
Parce Et que l'hospitalisation, il faut que je l'emmène chez un médecin. Il ira jamais. non, un médecin peut venir à domicile. Un médecin peut venir à domicile voir votre fils. Ouais. Bien sûr, il n'ira pas voir un médecin. Non, ça c'est clair. Bon, et vous pouvez rappeler le service où il a été hospitalisé en disant, écoutez, les choses s'aggravent, mon fils devient agressif, son état s'aggrave, moi je suis épuisée, donc j'envisage une hospitalisation. Que me conseillez-vous ? Et un médecin peut venir à domicile, constater les choses, faire un certificat. Et un autre médecin, il faut au moins 2 certificats. Mais ça, ils vont vous l'expliquer à l'hôpital. Elisabeth, je vous laisse, vous vouliez dire un mot encore à Florence avant de conclure. Voilà, oui. J'ai parlé un petit peu du GEM juste pour me présenter. C'est sûr que votre fils, Florence, je ne peux pas en profiter maintenant. Moi, ce qui m'étonnait beaucoup, c'est toute cette souffrance que vous avez accumulée en devenant l'esclave de votre fils. Et que je pense que c'est important que vous vous occupiez de vous maintenant, parce que vous n'aidez pas votre fils. Évidemment, c'est un pari à faire de se dire « j'obéis pas à mon fils, il va peut-être mourir », de céder à ce chantage qui n'est pas du tout voulu de la part de votre fils. Je pense qu'il est tout à fait sincère quand il vous dit qu'il va mourir si vous vous occupez pas de lui. Mais du coup, il rentre dans la toute puissance et il tourne le dos à la guérison. C'est important que vous arriviez à comprendre pourquoi vous avez accepté ça pendant 16 ans. Je pense que le fait que vous ayez fait cette belle rencontre, ça vous aide justement à prendre du recul. Et vraiment, les gens de l'UNAFAM, c'est les gens qui ont vécu votre même parcours, qui ont réagi plus tôt, plus tard, qui sont encore dans les difficultés. Ça ne résout pas tout, hein. C'est une longue route. Moi, je le connais à travers des amis que j'aime qui ont vécu ça de l'autre côté, hein, et de leurs parents, des fois, qui viennent dans des activités. Vous, ça vous a fait du bien, en tout cas, Elisabeth. Ah oui, enfin, moi, l'UNAFAM ne m'a pas aidée. Mes parents étaient plus là pour me soutenir quand j'ai commencé à vraiment déraper. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir un caractère et d'avoir une histoire qui fait que je m'en suis sortie. C'est vrai que la psychiatrie... Vous avez des troubles moins lourds aussi, hein, oui, apparemment. Dites-moi, Elisabeth, si vous souhaitez, vous pourrez continuer hors antenne, peut-être laisser vos coordonnées à Florence. Amandine me dit que nous avons également des contacts pour vous, à vous communiquer, si vous le souhaitez, bien sûr, Florence, hors antenne. Bien sûr. Je voulais vous donner aussi les coordonnées de l'UNAFAM dont on a parlé. Donc leur ligne d'écoute, c'est le 01 53 06 30 43. 01 53 06 30 43. Ce sont 43. Des psychologues qui écoutent, qui sont au bout de la ligne. Si vous n'avez pas bien noté, Amandine vous redonnera tout ça hors antenne, ainsi que les Caroline, contacts. Je voulais vous poser une dernière question. Je me pose la question. Je me pose la question si mon fils n'a pas un côté. Alors, c'est peut-être sa maladie ou c'est peut-être sa personnalité, j'en sais rien. J'ai l'impression d'un manipulateur total, quoi. Manipulateur narcissique. Voilà, exactement ce à quoi ça me fait penser. Non, je crois pas. Non, je crois que malheureusement, c'est sa pathologie qui fait que il devient agressif avec vous. Il est pris quand il s'en prend à vous, parce que vous ne voulez pas faire les rituels, et en même temps je vous comprends, parce que ça ne sert à rien finalement. Mais c'est que ça l'angoisse terriblement à ce moment-là. Donc c'est pas contre vous, c'est sa pathologie fait qu'il a ces réactions-là agressives. Et je ne pense pas qu'on soit dans le registre de la manipulation comme quelqu'un qui le ferait consciemment pour parvenir à ses fins. Il a pas de dessein particulier, votre fils, vis-à-vis de vous. Il est simplement en très grande souffrance et pris dans une pathologie qui entraîne ce type de comportement. Et c'est pour ça qu'il est important que vous preniez du recul, parce que là, ce huis clos, c'est une forme de huis clos infernal qui devient complètement étouffant, très anxiogène, bien sûr, pour vous et pour lui. Et ce n'est pas le laisser tomber, je dirais, pour conclure. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord, je ne partage pas l'avis de votre entourage qui vous dit il faut le laisser tomber, parce que, bien sûr, que vous ne pouvez pas le laisser tomber. On ne laisse pas tomber, c'est votre fils, malgré tout, et qui va très mal. Mais
accepter de passer un peu le relais à des professionnels, c'est aussi assumer votre rôle de mère que vous avez rempli largement jusqu'à présent. Vous voyez, c'est pas laisser tomber, c'est différent. C'est passer le relais aussi à des professionnels. D'accord, Caroline. Ne raccrochez pas, Florence. Amandine va vous donner les contacts. Je vous dis bon courage et puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles et des nouvelles de votre fils. Et Elisabeth, si vous souhaitez entrer en contact aussi hors antenne, ne raccrochez pas à ce moment-là. Merci beaucoup pour votre témoignage, Elisabeth. Bonne soirée à vous deux. Au revoir. Ne raccrochez pas alors. Au revoir. Merci pour vos messages et votre soutien vis-à-vis de Florence. On a transmis, rassurez-vous, Amandine est en train de le faire hors antenne, vos coordonnées. Merci aussi pour les personnes qui ont envoyé des SMS en disant que des bénévoles UNAFAM sont présents dans chaque département de France. Quelqu'un dit vraiment qu'elle se fasse aider par cette association, donc qui est l'Union nationale des amis et familles de malades atteints de troubles psychiques. Et cette association saura guider Florence, lui expliquer un petit peu la conduite à tenir vis-à-vis de son fils. Et puis il y a Margaret qui dit que vraiment il faut pas qu'elle lâche l'affaire avec ce pompier. C'est vrai que je vous comprends, elle a raison, Margaret. Elle dit, il connaît votre situation. Vous n'avez pas le droit de refuser un cadeau de la vie. Prenez-le comme une bouffée d'oxygène. Oui, ça serait vraiment dommage de passer, je crois, à côté de cette rencontre. On va maintenant accueillir Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marie et merci beaucoup de votre patience. Je sais qu'il ça fait un moment que vous êtes à attendre, mais bon, c'est vrai que il y a des témoignages qui prennent parfois un peu plus de temps. Oui, un petit peu tard peut-être pour vous parler d'un problème de harcèlement à l'école. Non, pourquoi ça serait tard selon vous? Il est tard, les enfants sont couchés là. Ah bah de toute façon, c'est pas les enfants qui vont nous appeler, ou alors peut-être des jeunes ou des adolescents qui. Mais à cet âge-là, oui, j'espère qu'ils sont couchés à minuit 33. Oui, j'espère aussi. Voilà, Caroline, je vous appelle par rapport à un petit souci que j'ai par rapport à mon petit-fils de 7 ans, qui est un enfant très sensible, à haut potentiel, qui a fait sa scolarité, à la fin de la 3e année de maternelle, il savait lire couramment. Donc, en CP, on l'a mis en section CP, 8 CP avec, je sais plus, 10 CE2. Oui. Donc, il a fait, il a sauté le CE1. Et puis là, il est reparti en CE1 cette année. Et bon, il est, en fait, il est, le syndrome du dimanche soir, alors que il passe de très bonnes vacances avec ses parents en Corse, en Guadeloupe, etc. Plongée sous-marine. Oh, il a de la chance, oui, c'est bien, je comprends. Oui. Non, mais sa maman est, comment dirais-je, dans le milieu pédagogique. Son papa est journaliste sur TF1. Donc, il bénéficie d'un environnement, si vous voulez, très propice à son éveillement. Vous ne devriez pas trop dire ça, parce qu'il vaut mieux rester dans un relatif anonymat, vous savez, parfois. Mais bon. Bon, d'accord, ok. Bon, il m'écoute pas. Donc, en tout cas, oui. Mais bon. Et puis, voilà, le syndrome du dimanche soir, il a mal à la tête alors qu'il est en parfaite forme. Et puis, en fait, sa maman s'est rendue compte qu'il Mais qu'est-ce que vous appelez le... Ah voilà, parce que j'allais vous demander, c'est quoi ce syndrome du dimanche soir? Parce que, donc en fait, on vient au problème là, c'est-à-dire qu'il y a un problème de harcèlement. Voilà. Elle lui a posé la question et... Voilà, d'un petit, de sa classe. Ah, c'est d'un enfant. C'est pas un groupe d'enfants, c'est un enfant qui l'a. Un enfant. D'accord. En fait, lui est très sensible, mon petit-fils, très sensible, très, très intellectuel, mais bon. Un peu différent du fait qu'il a c'est un enfant, comme on dit maintenant, on dit plus précoce, mais à haut potentiel, cette grande sensibilité. Donc il ne sait pas comment réagir par rapport à ce camarade qui met le doigt. Alors que lui, mon petit-fils, va au cours de foot, etc. Bon, son papa va l'emmener à un match de foot, il est très intéressé. Et l'autre lui dit, mais t'es nul au foot,
T'es nul au foot. Et est-ce qu'il est nul au foot ou est-ce qu'il se débrouille bien? Parce que il y va l'autre enfant au foot, lui? Oui, aussi. Mais ça serait bien que votre petit-fils se défende bien et qu'il lui montre que non, il se débrouille bien avec un ballon de football. Eh ben oui, mais l'autre le harcèle, quoi. Et mon petit-fils a peur, en fait, que l'autre le dénigre par rapport aux autres camarades. Il exprime comme ça ou c'est ses parents qui ont peur de ça? Parce que... Écoutez, je dois vous avouer que cet enfant a du mal à être géré par ses parents, qui ont un niveau quand même intellectuel, et que... Oui, vous me dites que la maman, elle s'occupe de... Elle est dans... Vous me dites, elle n'est pas dans l'enseignement, mais elle est dans la pédagogie? Non, la maman de ma fille. La maman de mon petit qui est harcelé. Mais de l'autre côté, les parents sont aussi évolués et ils ne maîtrisent pas leur gamin. Oui, mais enfin, par rapport à cette situation où donc l'enfant est assez anxieux le dimanche soir à la perspective de retourner à l'école et où il a fini par dire que ça se passait mal avec un autre enfant qui le dévalorise, il ne sait pas comment réagir. Voilà, et l'autre gamin a dit à mon petit-fils, donc, ta mère est nulle, elle est moche, elle est conne. Oui. Il ne peut pas réagir, il ne sait pas réagir, il est terriblement blessé. Il est blessé, oui. Voilà. Et ma fille, qui est quand même une intellectuelle, elle l'a mal subi. Elle en a parlé à la maman de l'autre, mais qui ne sait pas réagir. Et puis là, je lui ai dit, attends, mais tu vas prendre le gamin entre quatre yeux. Moi, je suis une enseignante aussi, ex-enseignante. Tu vas le prendre entre quatre yeux et lui dire mais pourquoi tu dénigres, pourquoi tu dis... tu arrêtes maintenant, simplement, d'ailleurs même pas pourquoi, tu arrêtes. Ça suffit. Mais la maman, donc, elle a quand même essayé, je sais pas, c'est votre fille, j'ai pas bien compris. Oui, c'est ma fille. Bon, elle a essayé, la maman, donc, d'en parler à la mère de l'autre enfant. Oui, mais l'autre n'a pas réagi. Il n'y a pas eu de changement. Alors il faut en parler à l'enseignante, là, Oui, c'est ce que je pensais. Oui, il faut en parler en disant, écoutez, puisque ça se passe à l'école, ça. Oui, ça se passe à l'école. Ça se passe pas seulement le foot, c'est parce que le foot c'est une activité extrascolaire. Oui. Mais il se retrouve aussi là-bas. Voilà. Mais il a envie d'y aller au foot quand même, votre petit-fils, ou... Ah bah oui. Quand même, oui. Du foot parce que son papa, D'accord, son papa fait du foot aussi. Bon. Oui. Alors, je pense que là, il est important puisque la mère, elle a eu un bon réflexe d'en parler à la mère de l'autre enfant. Ce sont deux enfants de 7 ans, ils ont le même âge, c'est ça? Oui. Bon. Un qui est comme ça, qui commence à prendre en grippe votre petit-fils, ça pourrait se régler si les parents de cet enfant lui disaient, écoute, maintenant tu arrêtes de t'en prendre à cet enfant, c'est pas gentil ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un te disait que ta mère était moche ou que toi t'étais nulle? Ils auraient pu rentrer dans l'ordre, mais visiblement, peut-être que la mère n'a pas réalisé, a dit c'est des histoires d'enfants. Ne sont pas maîtres de leur enfant. Peut-être qu'ils se disent c'est des histoires de gamins, c'est pas bien important. Non, ils ne sont pas maîtres de leur enfant. Et ma fille a réfléchi et est allée sur Internet, etc. Et a vu des vidéos de Chris. C'est un apparemment qui donne des conseils contre le harcèlement et qui disent que surtout pas les parents doivent intervenir en prenant l'enfant adverse directement pour lui dire. Parce que Vous voyez ce que je veux dire, Caroline? Moi, je passerais quand même par l'enseignante. C'est ce que je pensais. Déjà, puisque c'est à des âges où en plus normalement ça apporte quand même ce que dit l'enseignant. Ouais, et elle peut, si à la récré elle constate des choses ou quoi, les prendre à part ou même ça peut être le directeur ou la directrice de l'école. Et puis les faire réfléchir un petit peu à la relation des uns avec les autres.
Oui, alors comme ce n'est pas un groupe d'enfants, et tant mieux pour votre petit-fils, ce n'est pas tout un groupe. Non. Mais c'est vrai que après tout, parfois, il peut y avoir un phénomène de mimétisme où ça peut être un peu contagieux. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Quand il y a tout un groupe d'enfants qui prend un autre enfant comme ça, comme tête de turc, et qui se met à le harceler, oui, vous avez raison. Ça serait bien que les enseignants, ils le font d'ailleurs souvent, les amènent aussi à réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait si on vous faisait ça? Enfin, qu'il y ait une réflexion collective. Là, je pense que dans la mesure où c'est un enfant, c'est entre deux enfants, votre petit-fils et un autre petit garçon, ça me paraît pas... vous voyez, pour le moment, ça peut se régler sur un plan individuel. Ouais, mais l'autre, il mène, parce que mon petit-fils a peur que l'autre dise à ses camarades, oui, mais c'est compréhensible. Il a peur d'être rejeté, votre petit-fils. Il a peur. Bon, donc il faut lui dire que non, que on va demander à ce petit garçon d'arrêter de tenir comme ça, d'être méchant comme ça vis-à-vis de lui, et on va comprendre aussi peut-être pourquoi il est méchant. Et donc je vous dis, ça serait bien d'en parler à l'enseignante et à ce moment-là la directrice ou directeur de l'école aussi, faire remonter un peu les choses. Ma fille, bon, elle est très très psychologue aussi. Elle réfléchit, elle me dit, maman, tu m'as dit prends-le entre quatre yeux et dis-lui, mais elle a réfléchi et donc elle a vu ces interventions sur le CRIS qui disent que il faut pas intervenir par rapport à l'enfant, parce que il faut que lui se fasse le tigre rugissant. Oui, bon, écoutez, je sais pas, le tigre rugissant, c'est facile à dire, mais quand visiblement votre petit-fils, il est démuni par rapport à ça. Donc là où je rejoins, c'est qu'il faudrait peut-être lui apprendre, et comme vous dites, c'est un enfant qui a une grande sensibilité, qui est un enfant à haut potentiel. Peut-être qu'il ait un peu quelques séances avec un psy ou un pédopsy, quelqu'un qui connaît un peu ces enfants-là, et qui puisse l'aider, parce que ça peut se reproduire tout au long de sa scolarité, qu'il puisse être amené à ne pas rester passif et à savoir apprendre. C'est important d'apprendre à se défendre. Et quand on a des enfants en thérapie et qu'on leur explique, parce qu'ils sont très blessés par des remarques, ça peut être sur leur physique, ça peut être sur leur couleur de peau, ça peut être sur leurs origines, ça peut être sur des tas de choses. Si on leur explique que celui ou ceux qui disent ça ont eux aussi des complexes, ont eux aussi des choses dont ils sont, enfin, qui sont un peu honteux, et que si on réplique, si soi-même on trouve un peu entre guillemets un peu le point faible et qu'on réplique, souvent ça s'arrête et parfois même ils deviennent les meilleurs copains du monde. Donc c'est pour ça que je pense que parallèlement à une intervention, là à mon avis, c'est quand même important d'en référer aux enseignants, parce que eux, bien sûr, on pourrait dire un enfant de 7 ans, ça va. Le problème, c'est que ses parents n'ont pas réagi. Donc c'est ça qui me préoccupe un peu, comme s'ils avaient banalisé les choses. Donc si la maman attrape le petit garçon en disant bon écoute, ça suffit maintenant, d'arrêter mon fils, d'embêter mon fils, lui il peut aller le répéter à sa mère, ça va finir par une histoire de parents et ça va pas tellement faire avancer les choses, je le crains. Tout à fait, oui, c'est ce que alors que en attirant l'attention de l'enseignant, ça permet aussi qu'il soit un peu vigilant pendant quelque temps. Et ils ont aussi quand même un discours, ils représentent aussi l'autorité quand même. Voilà, donc il y a des choses qui ne se font pas. Mais parallèlement à ça, c'est vrai que ça pourrait aussi être une bonne chose par rapport, je sais pas, à cette vidéo que vous avez vue. Enfin, on ne devient pas comme ça un tigre rugissant, c'est pas donné à tout le monde, et surtout quand on a 7 ans. Mais je suis d'accord avec ça. Apprendre à l'enfant à se défendre. Et parfois, quelques séances comme ça avec un psy, un pédopsy peuvent l'aider à se sentir moins démuni face aux attaques. Ah oui, parce que c'est fondamental quand même de se faire respecter. Rabrouer à l'école scolaire par des camarades, ça peut prêter à conséquence quand même. Oui, donc là on est dans quelque chose encore qui n'est pas, c'est pas un phénomène de groupe, tant mieux pour votre petit-fils, mais il est intelligent, il perçoit que les enfants, parfois s'ils sentent un qui est un petit peu plus fragile, un peu plus sensible, un peu différent, ils peuvent effectivement très vite, dans ce phénomène de groupe, malheureusement, se mettre à le harceler. Alors il faut le rassurer en disant que ça n'arrivera pas, qu'il a très bien fait d'en parler,
et que on va en parler à l'enseignant parce que on va dire à ce petit garçon tout simplement d'arrêter de l'embêter et puis peut-être d'y revoir un peu quelqu'un pour t'aider, toi qui es si sensible et c'est une qualité, mais en tout cas à pas te faire marcher sur les pieds et à te faire respecter par tes petits camarades parce que tu sais dans la vie tu rencontreras aussi des gens qui seront pas toujours très gentils. Ça peut se dire aussi. Bah oui, je pense que ses parents essayent communiquent beaucoup avec lui, discutent beaucoup avec lui. Mais bon, c'est pas évident quand même. Hein. Non, mais il faut... Bon, parce que beaucoup d'auditeurs, et je les remercie, me transmettent le numéro sur le Stop Harcèlement à l'école, qui est un numéro gouvernemental, le 3020. Oui. L'appel est gratuit. C'est aussi bien pour les élèves que pour les parents que pour les professionnels. C'est dépend du ministère de l'Éducation nationale. Mais je pense que là, on n'en est pas là pour votre petit-fils. Heureusement, d'ailleurs. Hein, ça peut se régler. Non, mais il faut pas dramatiser trop. Il faut prendre les choses là, telles qu'elles se présentent, le rassurer en lui disant que c'est très bien qu'il se soit confié. Et puis, on va l'aider un peu à devenir, comme vous dites, un peu un tigre, à se mettre en colère quand on n'est pas gentil avec lui. Ça l'aidera dans la vie, je pense. Bon, je voulais votre avis, Caroline. Bon, moi-même, en tant que professeur, j'ai subi du harcèlement. Hein. Bon. Ah oui, ça c'est autre Facebook chose. Et compagnie. Bon. Des élèves. Pardon ? Des élèves ou d'autres enseignants ? Oui, des élèves, oui. Qui m'ont traité, comme il ne fallait pas. Bon. Maintenant, je suis à la retraite, voilà. Bon, vous devez être bien soulagée alors. Voilà, je donne des cours particuliers quand même, mais je suis à l'abri de toute cette, de tous les élèves qui vont sur Facebook et qui se lâchent, quoi. Voilà. Oui, c'est pour ça que ça vous angoisse aussi beaucoup pour votre petit-fils. Ça vous fait revivre, vous, des choses difficiles. Et comment vous aviez réglé les choses, vous ? En supprimant mon profil, voilà. Ouais. Oui, c'est dingue ces histoires. Et c'est vrai que maintenant, le problème, c'est que du harcèlement ne s'arrête plus à l'école. Déjà, c'est terrible quand il a lieu à l'école, mais il se poursuit à la maison. Il y avait une campagne de prévention qui a été très bien faite, où on voyait l'enfant seul dans sa chambre, mais avec son écran d'ordinateur, et comme si tous les autres élèves étaient autour de lui dans sa chambre. Il était seul, mais entouré de tous les autres qui continuaient à l'insulter, à l'humilier. Donc c'est là où il est vraiment très important, dans ces cas-là, de réagir très vite. Mais il a eu un bon réflexe, votre petit-fils, en parlant. Donc et il est intelligent, donc il va surmonter ça. Mais il faut simplement, je pense quand même en référer à l'enseignant plutôt que d'essayer de régler ça entre parents puisqu'ils n'ont pas réagi. Non, moi je voulais discuter avec ma fille, voilà, qui m'a dit maman, avant de prendre le gamin entre quatre yeux, voilà ce que je t'envoie sur YouTube, avant de réagir, voilà. Je pense faire comme ceci, comme cela, et je voulais avoir votre avis, Caroline. Voilà. Si vous voulez, les parents, ça aurait pu se calmer, comme je vous le disais, si d'eux-mêmes avaient fait vis-à-vis de leur enfant, en disant, écoute, là, on n'est pas du tout d'accord avec ce que tu fais, et réfléchis à ce qui se passerait si toi, on te disait que ta mère est moche, que ton père est nul, que t'es nul, ça te ferait plaisir. Bon, et l'enfant, il faut jouer sur l'empathie aussi. L'enfant comprend que dans ces cas-là, il serait malheureux. Donc, on ne fait pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. C'est comme ça qu'on éduque aussi les enfants. Mais malheureusement, les parents, excusez-moi de vous interrompre, Caroline, les parents ne le maîtrisent pas, le gamin. Mais vous parlez de l'autre enfant ? Oui, de l'autre enfant. Bon, donc c'est pour ça que c'est bien d'en référer aux enseignants. Parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir aussi un peu quelque chose de mis en place aussi pour cet enfant. Ne pas le laisser s'enferrer dans ses comportements. Voilà. Alors il y a Cathy qui dit oui, il y a les psys et les enseignants, mais il y a aussi le karaté, le judo, tout ce qui est arts martiaux. Elle a raison, Cathy. Aussi dans les techniques d'apprendre à se défendre, ça peut faire qu'on se sent plus fort. À travers là, il fait du foot, c'est bien, c'est du sport collectif, c'est bien pour cet âge-là, le groupe et autres. Mais elle a raison, les arts martiaux et tout ça, c'est très bien. Ça permet aussi parce que on n'est pas dans la brutalité, on est aussi dans le contrôle de soi, mais en même temps de se sentir plus fort et plus résistant. Donc, ça peut être pas mal. Bon, à voir, en tout cas. Bon. Écoutez, allez, j'espère que ça va aller pour votre petit-fils, Marie. Oui, parce que je l'adore. Je comprends bien. Je comprends bien. Oui, voilà. Il a l'air. Oui. Merci, Caroline. De rien, Marie. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Gauthier sur Europe 1, Somebody That I Used to Know. Je confirme que les Français parlent très mal anglais, en tout cas moi. Désolée pour mon accent. Oui, il y a une étude qui est sortie, on est vraiment parmi les, pas les derniers je crois, mais enfin on est vraiment très très mal classés malheureusement. Bon, allez, on va accueillir Sylvie, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Un petit peu émue, voilà, mais parce que je voulais rebondir sur l'histoire de Florence. Oui, Florence qui vous a beaucoup touché ce soir dans l'accompagnement qu'elle avait vis-à-vis de son fils depuis 16 ans, son fils qui est atteint de troubles psychiques quand même très sérieux, qui va mal et là évidemment elle commençait à se sentir très fatiguée et très démunie. Alors comme il est minuit 54, je vous laisse parler moi. Écoutez, moi j'ai vécu la même chose. Avec votre fils aussi ? Avec mon fils. Et j'ai pas compris, quand il était enfant, intelligence supérieure aussi, grande intelligence, et je me suis dit que je lui ai pas donné le bon carburant intellectuel pour grandir. Et il a déclenché des tocs aussi, voilà. Et là, il va très bien. Et ah bon ? Là, il va très bien. Il a quel âge, votre fils, aujourd'hui ? Maintenant, il a 39 ans, il est marié, il a un petit, mais il était en très grande souffrance. Et j'ai appelé à l'aide aussi les pédopsychiatres, les médecins de famille qui m'ont dit si vous le mettez en psychiatrie, vous aurez la paix, c'est sûr, mais vous risquez de le perdre. Voilà. Oui, mais il y a des choses parfois, évidemment, qu'on peut mettre en place avant. Quand tu parlais d'hospitalisation, c'est que c'est déjà pour faire un bilan. On n'est pas, vous voyez, dans le même cas de figure. Mais ce qu'on entend, ce qui est terrible, on entend à votre émotion d'ailleurs, qui est perceptible dans votre voix, c'est la culpabilité qu'ont les parents quand vous dites que vous lui avez pas donné le bon carburant. Vous savez, l'enfant, il n'y a pas que la responsabilité des parents, il y a aussi parfois la personnalité de l'enfant, il y a des choses, c'est complexe, les troubles psychiques. Et d'autant plus que là, j'entends que votre fils, il va bien, finalement, il a construit sa vie, il est en couple, il a eu lui-même un enfant. Ce qui est très dur à gérer, c'est la souffrance de l'enfant, et essayer de trouver ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire. C'est là où j'ai envie de dire, vous êtes parent, vous pouvez pas être soignant. Donc, bien sûr que c'est très douloureux pour un parent de sentir que son enfant souffre, il s'en sent toujours responsable, et dire, vous le repérez, c'est déjà formidable d'avoir repéré, d'avoir été à son écoute. Après, c'est les professionnels, c'est les pédopsychiatres, comme vous nous dites, qui prennent le relais et qui eux ont un regard un peu clinique sur cette situation, parce qu'extérieur justement. C'est pas aux parents de le faire, ça. Oui, mais c'est très difficile. Surtout qu'à ce moment-là, son père n'était pas là, et il a fallu gérer tout seul. Tout ça. Mais c'est pour ça, si je peux être en lien avec Florence, moi aussi je suis du milieu médical, j'ai fait des recherches, si je peux être utile à mon échelle, lui apporter des éléments, voilà, c'est à vous de voir. Bien volontiers, oui, si vous souhaitez qu'on transmette votre numéro, même si la situation, au vu de ce que vous me dites très succinctement, me paraît très très différente. Alors, parce que vous me parlez, votre fils a développé des troubles obsessionnels compulsifs quand il était enfant et adolescent. Oui. Alors, c'est vrai que Florence a abordé aussi ces symptômes-là, mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et son fils a aujourd'hui 41 ans et ne parvient pas à établir de lien avec l'extérieur. Oui. Ne travaille pas, vous voyez. Donc, c'est le contexte, même si il y a des symptômes qui vous ont rappelé un peu l'itinéraire à un moment donné de votre fils, les symptômes pris isolément, parfois, ne veulent pas dire grand-chose. Oui. Mais ce qui est très dur aussi, c'est lorsque l'enfant n'exprime pas ses besoins ou ses désirs. Et c'est très difficile d'aider à ce moment-là. C'était là que vous en êtes aperçu à quel âge ? De son problème ? Oui. Il avait 12 ans. D'accord.
Et il n'arrivait pas à en parler, lui, à ce moment-là? Non, il parlait pas. Il parlait pas. Il a eu des tocs de contact, enfin. C'était terrifiant. C'est infernal. Et donc, vous l'avez amené voir un pédopsychiatre à ce moment-là? Oui. Oui. Ah, c'est la fin. Et ça l'a beaucoup aidé, apparemment, puisqu'aujourd'hui, votre fils s'est sorti de tout ça. Il est très bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des troubles qui apparaissent comme ça à l'adolescence, parce que toutes les cartes de l'enfance se rejouent à l'adolescence. Mais il a cherché aussi de son côté une solution. Oui, certainement, mais il peut y avoir des troubles qui inquiètent évidemment beaucoup les parents à l'adolescence, et votre témoignage en ce sens est important, Sylvie, et pour autant, ça n'augure en rien d'un avenir sombre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se mettent à aller mal à l'adolescence et qui deviennent des adultes très épanouis dans leur vie. Vous voyez, c'est pas forcément signe de quelque chose d'horizon sombre. En tout cas, votre témoignage l'illustre. Donc merci d'avoir été avec nous ce soir, et on transmettra vos coordonnées à Florence comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle nuit. Oui, merci beaucoup. Au revoir Sylvie. Je vous embrasse. Bonne nuit à vous, faites de jolis rêves. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, sur Europe 1, dès 22h30, 39 21. Le standard ouvre, lui, à 21h30, donc n'hésitez pas à appeler Paul et Amandine plus tôt. Bonne nuit à vous, il est 1h du matin et c'est Franck Ferrand qui va prendre le relais maintenant.